Super. Bienvenue à ce forum du réseau environnement humanitaire. Donc, le réseau environnement humanitaire est donc un réseau d'acteurs intéressés par les enjeux environnementaux dans la solidarité internationale et qui appuie les organisations à intégrer les enjeux environnementaux dans leurs pratiques et leurs projets. Donc, pour ce nouveau forum, qu'on a choisi sur la robustesse versus performance, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants que je vous présente tout de suite. Donc, on est ensemble pour 2 heures. On va, comme d'habitude, faire un tout petit update sur ce qui s'est passé les 3 derniers mois au sein du réseau. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet, donc avec une première double présentation par Bérangère Mercier du CEREMA, donc directrice de projet Résilience Territoire au CEREMA, et Thomas Foin, chargé de programme à Acting for Life, qui vont nous parler de la boussole de la résilience qui a été développée par le CEREMA et qui a ensuite été repris et adapté dans un projet qui est le projet Résilac dans le bassin du lac Tchad. Je laisserai Thomas vous expliquer. Ensuite, on enchaînera par une présentation sur l'enjeu de performance au sein des ONG, présentation par mon collègue Charlie Pierluigi, chargé de recherche au groupe URD sur les enjeux de qualité et redevabilité. Et on finira par une intervention de Olivier Hamon, directeur de recherche à l'INRAE, au sujet de la robustesse. Il nous présentera donc ses réflexions et ses travaux à ce sujet. Et on finira par un petit point de perspective pour les 3 prochains mois du REH. Donc, vous l'aurez remarqué, ce forum est un petit peu inhabituel. On a décidé d'élargir l'horizon et de s'intéresser à ces questions qui sortent un petit peu du périmètre habituel du REH. Et c'est d'autant plus à propos que notre secteur connaît une crise majeure en ce moment. Donc, on pourra aussi en rediscuter. Tout de suite, un petit point sur ce qui s'est passé au REH les 3 derniers mois. On a eu pas mal de travaux réalisés par les groupes de travail. Donc, pour rappel, le réseau environnement humanitaire comprend 4 groupes de travail sur le carbone, les achats responsables et durables, les déchets et les évaluations environnementales. Le GT Carbone a produit 2 fiches. La première sur la mesure d'empreinte carbone, quel périmètre, pour appuyer les organisations à réaliser leur bilan carbone. Vous avez une capture d'écran en haut à gauche. Une deuxième fiche sur réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou l'intensité carbone de son activité, qui a été produite en lien avec les engagements de décarbonation qui ont été pris pour éclairer la décision des organisations à ce sujet. Ensuite, le GT Évaluation environnementale a produit 2 nouvelles ressources. La première, c'est une procédure opératoire standard, donc un SOP, pour conduire une évaluation environnementale rapide. Et la deuxième, une cartographie des outils d'évaluation environnementale rapide qui existent dans notre secteur. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je précise aussi, je ne me suis pas présentée, Aline Hubert, chargée de recherche au groupe URD. Je reprends l'animation du réseau, précédemment animée par Johanna Bretou-Klein, qui est ici parmi nous en participante. Pour rejoindre le secrétariat du REH, l'adresse mail n'a pas changé, donc n'hésitez pas. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Bérangère, comme ça on gagne un petit peu de temps puisqu'on a un programme un peu chargé pour ce REH. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à poser des questions, ou bien dans le chat, ou bien après les interventions des présentateurs et présentatrices. Et je laisse tout de suite la parole. Merci Aline. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Je n'arrive pas à l'enlever. Oui, on voit toujours ton écran. Alors, attends. Est-ce que tu... Voilà. Et là, est-ce que vous voyez le mien? Très bien. Oui. Je vais le mettre en grand écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Très bien. On voit très bien. Merci. La parole est à toi, Bérangère.
Très bien, merci, merci Aline. Donc, comme Aline le précisait, on va faire cette présentation à deux voix, donc moi-même Bérangère Mercier, et ensuite Thomas Foin vous expliquera comment, à partir de la boussole de la résilience, il a pu adapter et s'approprier cet outil, en tout cas ce cadre de réflexion, dans un contexte spécifique au Tchad. Donc, il rentrera plus précisément dans cette application-là. Donc, comme Aline le précisait, moi, je suis directrice de projet au sein du CEREMA. Le CEREMA, si vous ne connaissez pas, c'est un établissement public national qui a la particularité d'avoir une gouvernance partagée entre l'État et les collectivités locales et qui intervient dans des domaines de compétences que sont l'environnement, les risques, la mobilité, l'aménagement, le littoral et la mer, et avec comme fil directeur justement dans ces interventions la prise en compte du changement climatique. Parce que bien sûr, je vais pas vous l'apprendre, hein, mais on le sait tous que la multiplication des crises, hein, notamment climatiques, dans le fond, elle induit un nouveau rapport à la vulnérabilité, où on prend conscience, hein, bien sûr, qu'il faut à la fois réduire notre exposition, notre vulnérabilité, mais aussi renforcer nos capacités. Et donc, bien sûr, avoir le changement climatique va impacter, en tout cas, va entraîner une augmentation des événements extrêmes dans leur intensité, leur fréquence, comme vous voyez là sur le schéma des nouvelles localisations, mais aussi un décalage temporel, plus tôt dans l'année et plus tard dans l'année. Mais ce sur quoi aussi on insiste, c'est que certes, il y a le changement climatique, mais il n'y a pas que le changement climatique, hein, et qu'il faut bien associer aussi cette vision d'ensemble, je dirais, des différentes limites planétaires, hein, donc incluant bien sûr l'érosion de la biodiversité, les changements d'usage des sols, le cycle de l'eau, et en tout cas toutes ces différentes limites planétaires, et je pense qu'Olivier Hamon vous en parlera aussi plus précisément après. Et en fait, cette conjugaison-là de toutes ces limites, il faut aussi, et je pense que vous le savez aussi, hein, mais il faut bien avoir en tête qu'elles ont un effet démultiplicateur sur les inégalités sociales. Hein. C'est non pas juste qu'elles vont accentuer, c'est qu'elles vont vraiment démultiplier les inégalités sociales, hein, et ce qui est majeur à prendre en compte dans les contextes dans lesquels vous intervenez, parce que ces inégalités-là, elles vont générer, ce croisement-là, cette démultiplication, ça va impliquer des inégalités, bien sûr, de contribution, des inégalités d'impact, des inégalités aussi dans les capacités à faire face, et bien sûr aussi potentiellement des inégalités dans les conséquences générées par les mesures qui peuvent être prises. Donc, c'est bien cette vision d'ensemble, cette vision, je dirais, systémique qu'il faut avoir en tête avant toute intervention. Et nous, ce qu'on aime bien faire aussi quand on accompagne les territoires, hein, sur ces sujets-là, c'est de montrer et travailler avec eux pour démontrer que ces événements en fait extrêmes, ils ne sont pas isolés les uns des autres. C'est-à-dire que chacune de ces impacts, chacune de ces perturbations, en fait, elle va générer d'autres impacts. Il va y avoir des effets en cascade, des effets dominos, et c'est bien l'ensemble de ce système qu'il faut avoir en tête, en prenant en compte les interactions et les boucles de rétroaction qui peuvent se passer. Donc, c'est à partir du moment où on a cette vision, je dirais, cette lecture systémique, hein, entre les thématiques, entre les échelles, entre les acteurs, qu'on peut avoir cette logique-là de transformation pour pouvoir faire évoluer et accompagner l'évolution du système. Et en fait, pour nous, c'est important aussi de travailler à la représentation en fait de ces chaînes d'impact, tous ces effets en cascade, parce qu'en fait, c'est là aussi où on va prendre conscience des liens qu'il va y avoir entre les différentes thématiques, mais aussi à la fois dans les impacts, je dirais, négatifs, mais aussi dans les capacités d'action et les leviers d'intervention sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, c'est bien important d'avoir de poser le cadre de du système dans lequel on intervient et dans lequel on va agir. Donc,
Au CEREMA, on parle beaucoup de résilience territoriale. Donc, on pourra en discuter et en débattre, mais je voulais reposer là en introduction aussi, au CEREMA, lorsqu'on parle de résilience territoriale, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on prend en compte? Parce que bien sûr, comme je l'ai expliqué en introduction, hein, par rapport aux conséquences du changement climatique, aux limites planétaires et aux enjeux sociaux, on ne va pas se concentrer sur un seul aléa. On va bien avoir cette logique-là multi-aléas. Donc, en faisant le lien notamment entre les différentes expertises qu'on va avoir en interne au CEREMA. Et puis, on va regarder à la fois ce qu'on appelle les chocs, hein, c'est-à-dire des crises qui peuvent survenir brutalement sur un temps assez court, qui vont venir perturber finalement de manière assez violente le fonctionnement d'un système. Mais on va prendre en compte aussi ce qu'on appelle les stress chroniques, qui eux sont plus lents, qui peuvent être plus latents, qui peuvent aussi persister sur le temps long, mais qui vont de la même manière contribuer à augmenter les vulnérabilités du territoire. Donc, c'est bien prendre en compte cette combinaison de deux types de perturbations qui peuvent se produire sur le territoire. Et donc, quand on parle de résilience territoriale, on va vraiment s'attacher à ne pas réagir seulement au moment de la crise, mais à travailler à comment est-ce qu'on va développer ou renforcer les capacités, à la fois capacité d'anticipation de ces différents types de perturbations, hein, comme je l'évoquais, qu'elles soient lentes ou brutales, d'en minimiser les effets ou en tout cas d'en éviter ou d'en réduire l'apparition, d'être en capacité bien sûr de se relever, de rebondir, d'avoir cette capacité à récupérer, mais aussi, et je dirais un des volets le plus important, cette capacité de transformation pour non pas revenir à l'état initial, mais bien contribuer à l'évolution du système dans son ensemble. Donc, en intervenant sur certains paramètres, mais bien être dans cette logique-là systémique. Et donc, c'est vraiment cette logique-là de transformation sur laquelle on insiste. Et ça montre aussi que pour trouver finalement ce nouvel équilibre, c'est pas un état qu'on va atteindre à un moment donné, mais qu'on va vraiment être dans un processus dynamique, donc il va falloir revenir constamment, réinterroger pour renforcer, pour contribuer à activer ces différents leviers de transformation. Donc nous, en interne, au niveau de nos activités, hein, que ce soit dans nos interventions en France, incluant l'outre-mer, mais aussi à l'international, on va justement contribuer ou en tout cas essayer d'outiller, accompagner les acteurs locaux à mieux se préparer et se transformer face à ces crises multiples. Et les différents volets sur lesquels on intervient, donc un des premiers volets, qui est essentiel, c'est la formation, la sensibilisation, la diffusion des connaissances. Parce que c'est important d'avoir, de constituer en fait une communauté qui va être en capacité d'apprendre, de s'entraider, de s'enrichir, de travailler entre pairs pour pouvoir aussi évoluer collectivement. Donc, bien sûr, on va aussi accompagner les territoires pour intégrer la résilience, que ce soit dans des stratégies territoriales dédiées, mais aussi dans des documents de planification. Hein, comment est-ce qu'on va venir pousser les curseurs. On va aussi travailler sur des approches plus spécialisées, hein, que ce soit par exemple sur un accompagnement de gestion intégrée du territoire, sur des sujets plutôt risques naturels, inondations, infrastructures de transport ou biodiversité. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va venir insuffler cette lecture ou cette vision systémique à l'intérieur d'approches qui peuvent être a priori plus thématiques ou plus sectorisées, mais accompagnées à faire le lien, comme je le montrais initialement, avec tout le système. Initialement, on travaillait beaucoup plutôt qu'à l'échelle territoriale. Mais de plus en plus, maintenant, on intervient également à l'échelle de l'aménagement, je dirais, plus opérationnel du quartier ou de l'espace public, parce que justement, c'est là aussi où on va avoir des leviers d'action et d'intervention, notamment pour venir activer le volet social. En particulier, et en fait se dire que même à cette échelle-là opérationnelle, il faut qu'on ait ces réflexes-là, quelles que soient en fait nos modalités d'intervention. Donc, on va venir également définir, donc à partir de ces enseignements, on va, et ce travail-là aussi d'accompagnement, on va outiller les acteurs locaux, les partenaires, pour venir définir des outils, des méthodologies qui vont contribuer aussi à la fois à la diffusion des connaissances, mais aussi à l'aide à la décision, bien sûr.
Et donc, c'est à partir, je dirais, de ces différents accompagnements, de ces expériences-là, hein, que ce soit en France ou à l'international, et en regardant aussi ce qui se fait ailleurs, que le CEREMA a, je dirais, conceptualisé ce qu'on appelle la boussole de la résilience. Donc, parce qu'en fait, avec les accompagnements qu'on menait, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins ou des écueils ou des difficultés à la bonne compréhension justement de ce cadre systémique dans un contexte de crise, mais qu'il y avait aussi ce besoin-là de pouvoir identifier des leviers je dirais de structurer des leviers qui puissent faciliter les interventions, enfin déjà la bonne compréhension et puis surtout le passage à l'action. Donc, c'est ce qu'on a formalisé dans ce cadre-là, qui s'appelle la boussole de la résilience, hein, qui est non pas un outil clé en main, mais plutôt qu'il faut voir plutôt comme un cadre de pensée ou un cadre de réflexion qui qui va venir assembler ces différentes pièces de puzzle pour faciliter ou en tout cas ouais, faciliter la transmission de cette vision-là holistique. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boussole de la résilience? Je ne vais pas rentrer précisément dans les différents principes et leviers d'action, hein, parce que la boussole, elle est constituée de 6 principes d'action et de 18 leviers. En fait, il faut se dire qu'il n'y en a pas un qui est prioritaire sur l'autre et que c'est vraiment, voilà, encore une fois, l'ensemble de ce puzzle qu'il faut voir ensemble. Mais je vais vous présenter les grands principes pour que vous puissiez appréhender la philosophie qu'on met derrière et comment est-ce qu'ensuite on va traduire ça sur le territoire. Donc, dans ces principes d'action de la boussole, les 2 premiers principes, en fait, mettent l'accent sur ce que je dirais la connaissance dans ces différentes temporalités et finalités. Donc, c'est ce que vous voyez là à l'écran, c'est finalement comment se préparer en amont de la perturbation pour pouvoir réagir pendant. Donc, en fait, c'est les grands principes de voilà, anticiper, connaître, se préparer, mais aussi être quand même dans une posture de veille, d'apprentissage, de regarder quand même, voir ce qui se fait ailleurs, s'ouvrir sur d'autres expériences, d'autres initiatives. Et en fait, c'est finalement dans cet enjeu-là de connaissances, c'est savoir quels sont, à quoi est-ce que mon territoire est confronté aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il va être confronté demain, à quelle échéance, quelle fréquence, qui connaît ces aléas ou ces potentielles perturbations et donc comment est-ce que je transmets aussi ces informations-là, ces éléments, donc comment est-ce que finalement ça souligne aussi l'importance je dirais, de développer cette culture commune de préparation aussi à la gestion de crise et à la post-crise, de développer cette culture commune aussi du risque, de se souvenir de ce qui s'est passé pour pouvoir finalement aussi mieux anticiper l'avenir et puis surtout se mettre en capacité de surveiller, d'alerter, voilà. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a déjà beaucoup de collectivités qui interviennent sur ces volets-là, qui peuvent être portés par différents services. Mais le tout est de rassembler ces éléments-là. Donc voilà, là, les 2 premiers principes sur lesquels je voulais revenir au niveau de la boussole de la résilience. Les deux autres principes qui sont dans la boussole sont, je dirais, sont peut-être ceux auxquels on pense peu le plus spontanément quand on parle de résilience, c'est-à-dire celui de la robustesse et de la continuité des systèmes pour satisfaire les besoins essentiels, mais tout en étant quand même dans une logique de sobriété, dans cet impératif-là de sobriété. Parce que finalement, c'est de reconnaître que oui, il y a des crises, il y en a déjà, il y en aura et il y en aura de plus en plus. Et donc finalement, comment est-ce qu'on se met d'accord? On va pouvoir résister sur certaines choses, mais on ne pourra pas résister sur tout. On va pouvoir résister jusqu'à un certain point. Donc finalement, comment est-ce que collectivement, on se met d'accord sur ce qui est essentiel pour le territoire, ce qu'on veut maintenir, ce qu'on veut protéger, les éléments sur lesquels on veut assurer leur continuité, leur fiabilité, en fait, quels que soient aussi les niveaux de crise. Et puis, quels sont les autres éléments où, collectivement, on accepte potentiellement de renoncer
partiellement, temporairement ou durablement. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on pose en fait les bases de ce débat qui peuvent permettre de collectivement faire des choix qui soient éclairés. Et bien sûr, donc, dans ces fonctionnalités qu'on va identifier comme essentielles, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir les protéger, assurer, encore une fois, leur continuité, leur fonctionnement ou potentiellement leur redondance. Et donc, tout ça, bien sûr, tout ce modèle-là doit se faire dans un contexte, comme je l'évoquais aussi au démarrage, de limites planétaires et de sobriété. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que tout ce qu'on développe et tout ce qu'on met en place ne génère pas non plus de la maladaptation et doit être pensé dans cet impératif-là de sobriété au sens large. Et les deux derniers grands principes de la boussole qui, dans un sens, peuvent être envisagés comme inhérents aux autres, mais en fait qui sont quand même importants à souligner parce que les 4 premiers principes que j'ai présentés, en fait, ils ne peuvent pas tenir sans ces 2-là qui sont comment est-ce qu'on coopère ensemble sur le territoire, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit pour et avec l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place l'organisation, la coopération, le cadre nécessaires pour faciliter la coopération entre acteurs, s'assurer de la prise en compte des besoins et des plus vulnérables, hein, parce que, comme je l'expliquais en introduction, on sait que ces crises vont avoir un effet démultiplicateur sur les inégalités sociales. Donc, comment est-ce qu'on garantit ce cadre-là de confiance qui permet à la fois la coopération à toutes les échelles du territoire, hein, dans cette vision-là systémique, mais aussi la capacité d'agir à différents niveaux. Donc, voilà. Donc, c'est bien l'ensemble, je dirais, de ces volets-là que l'on met en avant, que l'on promeut quand on parle de la boussole de la résilience, parce que pour nous, c'est essentiel de faciliter cette vision holistique qui permet à la fois de décloisonner peut-être le secteur sur lequel on intervient, mais aussi potentiellement de rapporter, de faire le lien entre un périmètre d'intervention sur un projet qui va être très cadré à la fois dans le temps, dans ses conditions techniques, financières et autres, mais de le rapporter à une dimension plus territoriale et systémique dans lequel ce projet-là va s'insérer. Bérangère, je te fais juste un tout petit point timing. Oui, il me reste combien de temps? Si on veut avoir les échanges, peut-être maximum 10 minutes. Oui, ça sera tout bon. Donc, cette boussole de la résilience, comme je l'expliquais, ce n'est pas un outil clé en main, c'est vraiment faut l'avoir comme un cadre de réflexion et d'action qui permet de positionner ces différentes pièces de puzzle ensemble. Et comment est-ce que nous, on va la mobiliser dans nos accompagnements, dans les études qu'on va mener auprès des collectivités. On va l'utiliser de différentes manières et elle peut être utilisée à différents moments d'une démarche ou dans différents objectifs. Tout d'abord, pour aider à faciliter l'appropriation, la sensibilisation sur ce que je disais tout à l'heure, la résilience du territoire, mais pour aider à comprendre les enjeux du territoire, en fait. On peut s'en servir comme appui pour traduire localement ce que ça implique sur le territoire, quelles sont les vulnérabilités auxquelles le territoire est déjà soumis et finalement, quel est aujourd'hui le niveau de maturité du territoire, quelles sont ses capacités pour faire face aux crises auxquelles il peut être mené. On va pouvoir s'en servir pour renforcer des stratégies ou des plans d'action, hein, donc pour aider par exemple à prioriser des actions, ou plutôt dans une temporalité peut-être un peu plus longue dans la durée, on peut s'en servir pour suivre ou piloter un plan d'action, un programme ou évaluer une stratégie ou un projet. Je vous ai mis là rapidement sur quelques slides des exemples sur comment est-ce qu'on la mobilise ou on l'utilise pour des collectivités locales. Donc, comme je disais, sur la partie vraiment sensibilisation et appréhension de cette approche systémique et puis de cette lecture-là des différents aspects de la résilience, on va beaucoup l'utiliser en fait comme support d'atelier, c'est-à-dire faire comprendre aux acteurs avec lesquels on intervient sur le territoire, comment ces effets-là en cascade
vont se matérialiser ou peuvent potentiellement se concrétiser en fait sur le territoire, et comment, quelles sont les capacités actuelles, qu'est-ce que fait déjà la collectivité pour venir, je dirais, lutter ou en tout cas minimiser les incidences de ces risques ou de ces crises. On va aussi s'en servir peut-être sous forme de jeu, sous forme ludique, pour aider aussi à faciliter cette culture commune entre les parties prenantes avec lesquelles on va intervenir, mais qui est un petit peu je dirais le noyau un peu initial pour faciliter une intervention suivante. D'autres exemples là, que vous voyez à l'écran, c'est pour renforcer des stratégies où on va venir avec, toujours en atelier, hein, on travaille beaucoup sous forme d'intelligence collective et d'ateliers participatifs. On va venir identifier ce que fait des actions qui sont déjà, par exemple, programmées au sein de la collectivité. Et le fait d'avoir cette vision d'ensemble, on va pouvoir mettre en exergue s'il y a peut-être certains leviers sur lesquels il y a déjà des interventions qui sont prévues, programmées, et donc une prise en compte importante, mais potentiellement, on risque peut-être d'oublier certains aspects, comme peut-être la cohésion sociale ou la sobriété que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est pour montrer en fait que un levier ne doit pas être, dans ces grands principes, c'est vraiment l'ensemble sur lesquels il faut envisager une intervention. Un exemple, je voulais vous partager, où on avait accompagné en fait la communauté de communes sud à Mayotte. Donc, bon, malheureusement, c'était avant le passage du cyclone. Mais on les a accompagnés en fait dans la priorisation d'un plan d'action qu'ils avaient déjà identifié et défini et consolidé. Et en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient identifiées, mais sans nécessairement savoir par lesquelles commencer, par lesquelles se concentrer en priorité, en ayant une réflexion, je dirais, qui aille au-delà de la faisabilité technique ou financière qu'on peut avoir classiquement en termes de gestion de projet, hein, ou de gestion d'un plan d'action. Et en fait, ce qui a été intéressant dans cette démarche-là, c'est que les acteurs au sein de la collectivité, à partir des leviers de la boussole, ont eux-mêmes défini les questions qu'ils devaient se poser pour venir interroger la pertinence ou la nécessité de la mise en œuvre des actions qui étaient envisagées. Donc, en fait, ils sont venus interroger, en fait, avoir un temps, ils ont pu avoir un espace de temps et d'échange collectif qui leur permettent de débattre sur quelles étaient les priorités entre les actions et sur lesquelles est-ce qu'ils voulaient travailler en priorité, et en fait, quelles étaient aussi les pistes d'amélioration qu'ils pouvaient envisager. Et je pense que c'est ça aussi qui était intéressant, c'est de se dire, au-delà de précisément telle ou telle action en termes d'aménagement d'espace public ou de projet, je dirais, de restructuration ou de réhabilitation de bâtiments. Ce qui est intéressant, c'est le processus qui a été mis en œuvre, qui a permis les échanges et les interactions entre eux pour venir collectivement s'interroger sur quelle est la traduction de ces enjeux-là sur mon territoire et quelles sont les priorités qu'on veut bien sûr porter. Voilà, et comme je le disais, la boussole, avec à travers ces différents volets, on va aussi pouvoir s'en servir pour suivre ou piloter une politique, un document de planification, suivre son avancement, s'en servir potentiellement aussi pour un suivi d'un programme d'investissement, par exemple, et pour s'assurer, encore une fois, qu'on ne va pas mettre l'accent sur un volet plutôt qu'un autre. Donc là, je vous ai donné le cadre, je vous ai donné le cadre global de cette boussole de la résilience et comment est-ce que concrètement on peut s'en servir dans nos accompagnements auprès des collectivités locales. Donc avec l'exemple aussi ultramarin de Mayotte. Mais on voulait terminer cette présentation en donnant aussi la parole à Thomas, qui lui, à partir de la boussole de la résilience, a pu se l'approprier et puis la traduire dans le cadre d'un projet, au Tchad, qui va vous présenter plus précisément. Et puis après, on aura un petit temps de questions-réponses ensemble pour échanger. Thomas, je te passe la parole. Ouais, merci beaucoup Bérangère. Bon, déjà, juste,
Je vais me faire porte-parole, évidemment. Ça a été un travail collectif. C'est pas moi qui l'ai développé dans mon coin, cette boussole de la résilience du Résilac. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc moi, Thomas Foin, je suis chargé de programme chez Acting for Life, mais autrefois, je travaillais au groupe URD et notamment sur le projet Résilac. Avant de vous présenter cette boussole de la résilience Made in Résilac, je vais peut-être revenir un petit peu sur le projet Résilac pour qu'on comprenne le contexte dans lequel on l'a développé. Alors, le projet Résilac, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne et puis l'Agence française de développement et qui est aujourd'hui dans sa deuxième phase qui a démarré en 2024 et qui devrait s'achever normalement en 2028. Le projet Résilac, c'est un projet qui intervient, comme vous le voyez sur la carte, dans la région du bassin du lac Tchad, donc une région particulièrement impactée par la crise sécuritaire liée aux insurrections des groupes armés, et puis également particulièrement impactée par les chocs climatiques, enfin la récurrence des chocs climatiques. Dans cette deuxième phase, le projet Résilac intervient sur le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Autrefois, il y avait le Niger. Actuellement, c'est suspendu pour les raisons que vous connaissez sans doute, vu que la France a suspendu son aide au Niger pour les raisons qu'on connaît. Et donc, ce projet, c'est un projet qu'on a tendance à définir comme un projet à la fois multi-pays, comme je vous l'ai présenté, également multi-niveau. C'est un projet qui va intervenir aussi bien au niveau communautaire, individu, ménage, qu'au niveau communal, régional, national, voire sous-régional, avec des activités propres à chaque niveau. C'est également un projet multisectoriel, comme vous le voyez. Là, on a un peu les trois grandes composantes, les trois grands objectifs de ce projet, où on a à la fois un axe qui est sur l'amélioration de l'accès aux services de base et à l'inclusion sociale, un second axe qui est sur le soutien aux acteurs dans la gestion de leur territoire et la cohésion sociale, et enfin un troisième axe sur la relance économique et la promotion des échanges transfrontaliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail des activités, sinon je risque de m'y perdre un petit peu. Mais donc, dans le programme Résilac, il y a vraiment cette volonté d'améliorer les conditions de vie des ménages, notamment des plus vulnérables, parce qu'on est sur des territoires sur lesquels on a des réfugiés, des déplacés internes, et puis également d'accompagner les acteurs des territoires à devenir pilotes du changement sur leur territoire. Alors, comment ça nous est venu l'idée de développer cette boussole de la résilience dans le cadre du Résilac ? Tout a commencé par une étude qu'on a réalisée à la fin de la tranche 1 du projet Résilac en 2022, si je me souviens bien, et qui, sans être une évaluation, visait à essayer de déterminer un petit peu les principaux effets du projet vis-à-vis notamment de son objectif principal qui est de renforcer les capacités de résilience des individus et puis des territoires. Et nous, dès le début, au cours de cette étude, on est parti du postulat, et d'ailleurs tu l'as rappelé Bérangère, que la résilience, c'est un processus qui est dynamique et continu. C'est bien qu'en fait, on ne peut pas constater l'absence ou la présence de résilience. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteste comme ça. C'est au même titre que les chocs et les crises évoluent, la capacité de résilience vont évoluer. Et donc, on a très vite été confronté à la problématique de comment est-ce qu'on allait apprécier, mesurer, évaluer les capacités de résilience des territoires. Et c'est en faisant des recherches qu'on a découvert ce fameux référentiel de la boussole du CEREMA, et qui nous a permis de porter un nouveau regard en fait sur la mesure de la résilience, car plutôt que de s'intéresser aux capacités de réponse, généralement quand on va mesurer la résilience, on va regarder ce qui a été mis en place une fois la crise ou le choc arrivé, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ce référentiel, il existait sur les territoires des caractéristiques qui, une fois combinées, une fois mis en système, créent les conditions d'une meilleure réaction au choc, et donc qu'on pouvait aller observer un peu les niveaux d'atteinte, enfin l'existence de ces caractéristiques sur les territoires. Et donc, au début, la boussole de la résilience du CEREMA, dans le cadre du Résilac, ça nous a vraiment servi à évaluer un petit peu, à faire la mesure des effets du projet. Et très vite, on s'est rendu compte du potentiel que pouvait offrir cette boussole, parce qu'au-delà de l'aspect évaluation, mesure des effets, dans le cadre de nos projets d'aide, qui sont généralement
cadrée, avec un cadre logique très rigide, ancré dans le temps, etc. Cette boussole, elle nous permettait de prendre du recul, de davantage réfléchir en termes d'objectifs de changement un petit peu sur les territoires, justement d'avoir cette vision holistique sur les territoires, quelles sont les grandes composantes sur les territoires qui doivent être réunies pour renforcer les conditions, les capacités de résilience. Et donc, on a eu l'idée à plusieurs, et on l'a co-construite, cette boussole, pour la phase 2, de développer une boussole de la résilience qui soit vraiment spécifique au projet Résilac. Et là, tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Bérangère. Ouais, merci. Et donc, en fait, dès le début, on s'est demandé, OK, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut faire atterrir cette boussole de la résilience qui est un référentiel très général qui a été développé dans un contexte français. Comment est-ce qu'on pouvait le faire atterrir dans un contexte du bassin du lac Tchad avec des problématiques qui sont sans doute communes, mais des manifestations et des dynamiques qui sont pour le coup très spécifiques. Et puis aussi, on voulait l'utiliser vraiment comme un outil dans le projet. Donc, il fallait que ça parle aux équipes du projet, que ce soit opérationnel. Et donc, on a eu l'idée de refaire un peu cette boussole à partir du référentiel du CEREMA. Nous, on est parti sur 5 grands principes qu'on a essayé de formuler davantage en termes d'objectifs de changement sur les territoires plutôt que de principes généraux. Et chacun des principes que vous voyez à l'écran fait référence à un des principes de la boussole de la résilience du CEREMA. Le seul qui manque, c'est justement le principe de la robustesse. Et en fait, c'est de robustesse et continuité. Et je crois qu'on ne l'a pas repris à l'époque parce que c'est celui qui nous a sans doute le moins parlé dans le contexte du bassin du lac Tchad. Déjà parce que quand on lit un petit peu sur ce principe de robustesse et de continuité, il y a cette idée derrière de continuité des systèmes, de continuité des services. Et pour pouvoir agir sur une continuité des services, il faut déjà qu'il y en ait des services en place. Or, sur plein de territoires sur lesquels on intervient, c'est parfois limite les services qui sont mis en place. Donc, on l'a un petit peu adapté, puis celui-là, on l'a mis de côté, et on a trouvé qu'au final, la robustesse se retrouvait dans les autres grands principes. Je ne vais pas les reprendre un par un parce qu'on n'a pas le temps, mais vous voyez, donc, pour nous, ce qu'on a imaginé dans le cadre du bassin du lac Tchad, c'est qu'un territoire, un territoire qui aurait des capacités de résilience renforcées, c'est un territoire sur lequel on pourrait observer une gestion inclusive et durable des territoires, des liens de confiance renforcés pour faire société, une compréhension partagée des risques et des vulnérabilités, donc un peu le step 1 par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure, Bérangère, la satisfaction des besoins essentiels et vitaux sur les territoires, et puis une économie dynamique et diversifiée. Donc on est beaucoup plus dans l'opérationnel que la boussole du CEREMA. Et après, derrière, on a décliné différents leviers d'action sur lesquels agir pour agir ensuite sur ces principes et faire qui font ensuite système. Là où ça a été intéressant, c'est que cette boussole, qui est sans doute pas parfaite, on l'a développée à plusieurs avec des ONG nationales, avec des ONG internationales, mais forcément, elle a un côté subjectif. Donc, on pourrait sans doute l'améliorer. Et l'idée qu'on avait derrière cette boussole qu'on a produite dans le cadre du projet, c'était qu'il y ait une déclinaison vraiment par territoire d'intervention. Et que ces boussoles, ça devienne un petit peu la stratégie de chaque territoire. Et qu'on sorte vraiment d'une logique projet pour rentrer dans une logique stratégie de territoire. Malheureusement, je suis parti avant et je ne sais pas si quelqu'un a porté le dossier derrière dans le Résilac. Peut-être que Charlie pourra nous renseigner à ce sujet. Mais en tout cas, quand on a utilisé au démarrage, au lancement de la phase 2 du projet Résilac, elle a été très appréciée, cette boussole, parce que comme je disais tout à l'heure, elle permettait de prendre du recul par rapport au cadre logique, à ses objectifs et à ses résultats. Et surtout, on a fait vraiment cet exercice que tout à l'heure tu présentais, Bérangère, c'est que dans notre cadre logique, on avait des activités qui étaient définies et on a placé les différentes activités du projet sur les différents leviers d'action. Et on s'est rendu compte comme ça qu'une même activité allait agir sur différents leviers et donc différents principes. Et qu'on avait vraiment cette, encore une fois, vision systémique, holistique de la résilience dans le projet. Et de voir que le projet allait agir vraiment sur toutes les composantes de la boussole, alors qu'on n'a que 3 grands résultats dans notre cadre logique du projet. Et si on prend un exemple très concret,
Dans le cadre de l'objectif 2 du projet Résilac, il y a une activité qui vise à faire la promotion de la gestion des ressources naturelles, notamment tout ce qui est aires de pâturage, couloirs de transhumance. Et en fait, quand on a pris cette activité, qu'on a essayé un petit peu de la positionner sur le référentiel de de la boussole de la résilience Résilac, on s'est rendu compte que cette activité de promotion de gestion des ressources naturelles, ça allait aussi bien agir, ça allait activer le levier d'action plutôt sur d'appuyer la planification territoriale et de soutenir les autorités locales dans l'exercice de leurs fonctions, et également d'encourager la participation citoyenne, donc plutôt tout ce qui va être gestion inclusive et durable des territoires, également de promouvoir l'entraide et la cohésion sur les territoires, donc cette fois-ci plutôt dans une optique de renforcer les liens de confiance sur le territoire, de faire également avancer la justice sociale, et puis également de développer, ça allait agir sur le levier d'action plutôt de développer une stratégie de plaidoyer pour la gestion des biens communs, pardon. Donc sur le principe compréhension partagée des risques et vulnérabilités. Donc voilà, donc cette Thomas, boussole, je peux te laisser conclure? Ouais, très bien. Donc on ait un temps d'échange, merci. Ok, alors en 2 minutes, je dirais que cette boussole, elle nous a vraiment permis d'ancrer le projet sur le territoire en tenant compte un peu des dynamiques et puis des ressources qui étaient disponibles. Alors, on n'a pas eu l'aboutissement parce qu'encore une fois, cette boussole, elle aurait dû être déclinée par territoire, je suis parti avant. Et puis, tout ne reposait pas sur moi, encore une fois. Et surtout, en fait, avec cette boussole, on se rend compte que le projet est au service d'une stratégie territoire et pas l'inverse. Et que le projet, il a une date de début, une date de fin, mais la stratégie, elle, va perdurer. Et les projets pourront s'enchaîner et toujours reprendre cette boussole qui va peut-être évoluer, mais qui permettra de guider l'action et de garder un peu une mémoire des projets, des actions qui ont été menées sur le territoire. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon après, je risque de me perdre. Merci beaucoup Bérengère et Thomas pour cette présentation à 2 voix et pour avoir illustré cet outil peut-être un petit peu conceptuel à premier abord avec des exemples y compris en France et au Tchad. Je vais laisser tout de suite les participants poser leurs questions. J'en ai aussi de mon côté, mais je passerai après. Donc, il y avait d'abord une question d'Alexandre, si tu nous entends. Je vous entends, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alexandre Chaudonneray, je travaille chez Médecins Sans Frontières France. Et j'ai une question vraiment bateau de débutant, parce que écoutez, est-ce que, et si oui, comment vous évaluez l'impact de l'utilisation de cette boussole? Merci, question sincère, vraiment, c'est pas du tout de la provocation. Je ne suis pas Oui. J'avoue que je ne saurais pas vous dire comment évaluer précisément ou quantitativement l'impact de l'utilisation de cette boussole. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'elle permet, voilà, c'est un cadre qui permet le partage, les interactions, les débats, et en fait, c'est un support ensuite qui va potentiellement appuyer des arbitrages, qui va potentiellement, comme l'expliquait Thomas, hein, servir aussi de guide dans la durée. Après, comme vraiment on est dans cette logique-là dynamique, on n'a pas d'indicateur quantitatif associé à chacun de ces principes-là. Donc c'est peut-être aussi ce qui peut potentiellement limiter l'évaluation à la mesure des impacts. Peut-être toi, Thomas, je ne sais pas de ton côté par rapport à l'expérience, si tu veux ajouter quelque chose. Nous, on s'est servi de la boussole pour évaluer, mesurer un petit peu les effets du projet, mais on n'a pas fait une évaluation de la boussole elle-même, donc non, j'aurais du mal à répondre. Mais peut-être que dans le cadre du Résilac, peut-être que ça viendra à terme pour voir si vraiment ça a été un outil qui a servi ou pas. Charlie, peut-être, je te donne la parole après Cyril, mais Charlie, peut-être pour compléter ce point. Très rapidement. Ouais, justement, ça fait le lien avec ce que disait Thomas, merci. Alors effectivement, sur le Résilac, on est en train de développer un petit peu une méthode pour justement essayer de suivre un peu les contributions
à la boussole de la résilience. Donc, c'est pas tant de mesurer l'impact de la boussole, mais d'essayer de comprendre en quoi le projet il a permis de créer des effets, générer des effets qui rentrent dans la boussole de la résilience et de voir du coup parmi les différentes dimensions de cette boussole où on a contribué et comment on a contribué. Et donc, on est en train de développer une méthode de suivi plutôt assez agile qui se base pas sur des indicateurs, sur des choses prévues, mais qui sont plutôt des choses qu'on va essayer de mesurer une fois qu'elles ont eu lieu. Donc, on va aller constater un petit peu ce qui se passe, poser la question aux gens, donner la parole aux acteurs du projet, les acteurs du territoire notamment, pour qu'ils nous disent de leur perspective qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, en positif, en négatif. Enfin voilà, vraiment, c'est libre de s'exprimer. Et ensuite, de faire le travail d'analyser ça en lien avec la boussole de résilience pour voir quelle a été concrètement la contribution du projet aux différentes dimensions. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de tester, piloter, et on va le faire sur des exercices itératifs là, annuels pour avoir une vision d'ensemble d'ici quelques années. Ça va prendre un peu de temps. Merci pour les compléments, Charlie. Merci, Alexandre, pour la question. Vu qu'il y en a quelques-unes, je poursuis, si tu veux bien, Alexandre. Et je donne la parole à Thierry. Oui, merci à vous deux pour la présentation. Et puis, merci à Groupe ERD pour continuer à nous sortir des sujets qui nous tirent vers le haut. Ça fait plaisir, ça nous sort de notre quotidien. Donc, c'est cool. Merci pour ça. Ma question, c'était vraiment sur l'outil. Comment il est, est-ce qu'il est imposé aux autorités ou aux collectivités avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous avez un coup de chance de temps en temps, des collaboratrices, des collaborateurs qui sont intéressés, du coup, qui se mettent à l'utiliser? Je suis assez curieux de savoir comment vous essayez de le pousser et comment vous l'imposez ou alors vous êtes juste dépendant de quelques numéros spéciaux. Non, Merci. on n'impose rien du tout. Il n'y a aucune obligation réglementaire ou d'aucune une autre manière. C'est vraiment, encore une fois, un outil, un cadre de pensée et d'action qu'on met à disposition, qui est libre de droit, libre d'utilisation, hein. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site internet et on s'en sert vraiment comme support. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, déjà en premier lieu pour la sensibilisation, pour l'appropriation. Souvent, on démarre par des sessions de formation internes aux collectivités, donc tous agents, pour partager justement cette lecture commune et cette vision commune. Et ensuite, on s'en sert beaucoup comme support d'ateliers pour venir alimenter des débats, des échanges dans les temps d'intelligence collective. Parce que, et encore une fois, même si rien n'est imposé, on a aussi comme philosophie forte de contribuer à l'intelligence collective, en tout cas la mobilisation des différentes parties prenantes au sein de la collectivité. Donc ça reste tout à fait volontaire, sans aucune contrainte, quelle qu'elle soit. Peut-être, je ne sais pas si ça a été précisé, mais en fait, Bérangère, tu me corriges si je me trompe, mais le CEREMA n'était pas au courant que la boussole de la résilience avait été réutilisée dans le cadre du Résilac. Tout à Donc fait. voilà, c'est Je intéressant de confirme. voir, Et c'est vrai l'appropriation que, de l'outil. ouais, et c'est Ouais, quand vrai même mis le que copyright. mais ça nous va très bien qu'elle soit utilisée et voilà, dans quels que soient les contextes, hein. Et c'est vrai que comme elle n'est pas thématique ni spécifique à une seule, enfin à une échelle, hein, propre à une échelle. Évidemment, nous, dans les accompagnements, on va s'en servir parce que dans les accompagnements qu'on mène auprès des collectivités, va s'en servir plus facilement parce que c'est un outil qu'on maîtrise. On a voilà, tous les supports graphiques et autres qui vont avec. Mais après, comme je le disais, c'est un outil, enfin voilà, c'est un cadre qui est libre de droit. Donc, saisissez-vous-en si, voilà, si ça vous paraît pertinent en fonction de vos contextes, en fonction de vos besoins, voilà, ne serait-ce que comme support à la discussion et au débat entre vos parties prenantes, quoi, et de sensibilisation. Et je pense que ça, c'est déjà une première graine essentielle à planter dans le cadre de toute intervention, quoi. Merci, je poursuis avec une question de Émile, si tu veux et souhaites la poser directement. Je ne sais pas si tu nous entends. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense que je pars presque dans le même sens que Cyril. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de tout exploiter, mais je voulais savoir comment
bien que je ne suis pas sûr que c'est encore à l'échelle nationale, à tous les niveaux, mais comment ils ont fait pour, vous avez envisagé l'appropriation de cette boussole au niveau des autorités locales et aussi des acteurs, surtout humanitaires, qui sont sur le terrain, qui peuvent s'en servir en médiatisation et comme ça. Merci. Peut-être la question s'adresse plus à Thomas. Et je veux bien rajouter, parce que j'avais un peu une question similaire à Émile, que vu que tu mentionnais, Thomas, le fait que ça ne doit pas être au service du projet, mais le projet au service de la stratégie qui, elle, a vocation à perdurer, je pense que l'enjeu de l'appropriation est un peu clé. Donc, effectivement, si tu peux nous en dire un mot sur le RESILAC. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas d'exemple d'appropriation, encore une fois, auprès des autorités locales parce que je suis pas resté assez longtemps. Je sais que quand on l'a construite, au moment de la construction de la phase 2 du projet, avec essentiellement les partenaires du projet, aussi bien des pays d'intervention que français, ça n'a pas été simple de réfléchir, de s'approprier cette boussole, de sortir un petit peu de cette logique projet. Je pense qu'il y a aussi une certaine réticence aux nouveaux outils dans le secteur. On aime bien créer de nouveaux outils pour répondre à des besoins, mais des fois, on réinvente un peu la roue. Et c'est vrai que la résilience dans le secteur humanitaire, on en parle un peu à toutes les sauces quand même. Donc, il y avait une réticence. Après, quand on a compris un petit peu, quand ça nous a permis de prendre du recul et de réfléchir davantage de façon holistique, c'est vrai que ça a pris. Maintenant, au niveau local, cette appropriation de la boussole de la résilience, pour moi, elle sera possible uniquement si cette boussole est co-construite avec les acteurs du territoire et qu'elle fait suite, par exemple, au diagnostic. Le projet RESILAC avait pour ambition de faire des diagnostics par territoire. Et l'idée, c'était, en mobilisant les acteurs du territoire, pas uniquement les partenaires du projet, mais les collectivités, les autorités déconcentrées, etc., les services techniques et tout ça, de co-construire cette boussole en fonction de la vision, la conception de chacun des enjeux du territoire et de proposer un cadre, une boussole pour ce territoire. Et c'est le seul moyen, à mon avis, qu'il y ait vraiment une appropriation de cette boussole. Parce que si vraiment on utilisait la boussole que là on a développée dans le cadre du RESILAC et qu'on l'a amenée, qu'on l'a présentée telle quelle aux autorités, à mon avis, ça ne prendrait pas. C'est trop générique. Oui, effectivement, le processus d'élaboration et finalement le processus qu'elle permet dans les interactions, les échanges entre acteurs, c'est aussi ça qui fait la richesse de sa mobilisation, parce qu'elle permet de venir interroger des choses. Et peut-être aussi de manière concrète, ce qu'on fait, par exemple, quand on a des actions de formation ou de sensibilisation sur les enjeux du changement climatique sur un territoire, on va présenter un ensemble de constats et d'impacts qui peuvent être quand même assez lourds sur un territoire. Ensuite, on va venir, par exemple, travailler avec les acteurs pour identifier les actions qu'ils font déjà sur leur territoire. Et en se basant sur cette boussole pour qu'ils viennent identifier quelles sont les actions qui mènent déjà sur ces différents leviers, ça permet de révéler déjà des synergies potentielles entre des actions qui peuvent être différentes, qui peuvent être portées par différents départements au sein d'une même collectivité. Ça peut, encore une fois, aussi montrer qu'il y a certains manques et qu'il va falloir plutôt intervenir sur ces manques-là. Donc, voilà, il faut vraiment la voir comme, encore une fois, comme un cadre de réflexion et qui permet les interactions entre les acteurs. Il nous reste 2 minutes pour cette session. J'essaie de pas. Il y a encore d'autres questions dans le chat, mais je voulais juste prendre celle de Stéphanie, peut-être parce qu'il fait quoi ce que tu viens de dire. Je me permets de la lire, Stéphanie, juste pour gagner du temps. Puisque la boussole est un cadre conceptuel, y en a-t-il d'autres équivalents? Et question proche, comment elle s'est nourrie et continue-t-elle à se nourrir d'autres outils et travaux? Pour les autres questions, je vous laisserai y répondre dans le chat pour qu'on poursuive. Je vous laisse répondre en une phrase sur cette question. Oui, effectivement, il y a
certainement plein d'autres cadres qui existent, et il y a plein d'autres cadres qui sont définis en France, hein. Je pense notamment aussi au Tamis de la résilience qui a été développé par Phoenix Conseil pour le département de la Gironde. À l'international, on va avoir des outils développés par l'UND2R, ce qui a été fait aussi par l'ICLEI. Et bien sûr, on va se nourrir aussi de ces travaux-là. Et comme juste de manière très concrète, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand elle a été développée, la boussole de la résilience, on était plutôt à une échelle territoriale. Aujourd'hui, on l'a déclinée à une échelle plutôt opérationnelle de l'aménagement du quartier, de l'espace public, et donc pour développer aussi un nouveau guide de questionnement qui se base aussi sur les référentiels écoquartiers qui sont développés en France par le ministère. Donc c'est sans fin pour son évolution. Et nous aussi, on est dans un perpétuel requestionnement et amélioration continue. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter aussi si vous l'utilisez ou comment vous l'utilisez. Mille merci Et à vous partager deux. des ressources. Ouais, je te laisse partager les ressources. Je vous laisse aussi répondre aux questions dans le chat et je vous propose de poursuivre avec la présentation de Charlie. Un grand merci à vous deux, évidemment. Charlie, est-ce que tu peux partager Merci à ton vous. écran? Yes. Alors, est-ce que ça marche? Tout bon? Parfait. Pardon, on voit bien. Ok. Super, merci beaucoup. Ravi d'être là. Donc moi, je suis Charlie, je suis référent qualité pour le groupe URD. Donc je suis bien placé pour vous parler un petit peu de la performance. On va voir pourquoi, notamment. Donc moi, j'ai la lourde tâche de faire ce petit travail d'autocritique et de dégager des pistes de réflexion collective sur ces questions de performance dans le milieu des ONG. Donc autant vous dire que ça va être rapide et intense. Donc accrochez-vous et je vais essayer de prendre le temps qu'il faut pour vulgariser les différents éléments que je vais aborder. La présentation elle est structurée autour de quelques questions, vous allez voir, et on va essayer d'y répondre de manière assez simple. Le premier point par lequel je voulais commencer, c'est déjà de se poser la question de est-ce que le mot performance, il convient à notre secteur, il convient aux ONG? Donc, est-ce qu'on est des ONG qui sont performantes? C'est une question rhétorique, vous imaginez bien, la réponse est assez évidente. Mais on peut déjà partir par une toute petite définition qui est donnée par l'OCDE qui nous dit que la performance, pour notre secteur en tout cas général d'aide au développement international, c'est une mesure dans laquelle une intervention, un partenaire respecte des critères, des normes ou des orientations spécifiques pour obtenir des résultats conformes à des objectifs. Donc on voit bien que ça nous parle quand même assez directement dans le cadre du secteur. Et donc ce serait une des traductions qu'on pourrait donner de la performance pour notre secteur. Donc ça parle assez bien. Et alors là, quand je vous montre un peu ces mots-clés, tout de suite, on tombe dans du jargon qu'on entend très souvent dans nos organisations et qui sont directement liés à la performance. On parle beaucoup d'indicateurs, évidemment, de KPI, des tableaux de bord, de suivi de la performance, de cadre qualité, de lean management, de value for money, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, tous ces termes qui sont beaucoup empruntés du secteur privé, qui sont clairement des termes très, très orientés performance, à savoir atteindre des objectifs, avec le plus d'impact possible, avec le moins de temps et le moins de ressources mobilisées si possible. Ça fait référence aussi à tous nos critères qu'on utilise notamment pour des évaluations de projets. Donc on parle des critères d'efficacité, efficience, impact, durabilité, cohérence et pertinence. Donc ça, c'est nos critères de l'OCDE qui sont utilisés dans 70 à 90% des évaluations dans le monde pour des projets d'aide au développement. Donc c'est clairement quelque chose qui est très, très prépondérant pour notre secteur. Et puis je vais finir par un dernier exemple, mais qui est quand même assez symptomatique de notre orientation performance, c'est notre modèle de cadre logique, qui pour la petite anecdote a été créé en 1969, donc on ne s'est pas bien renouvelé en 60 ans. Et donc ce cadre logique, c'est clairement la traduction de la gestion axée sur les résultats, et c'est un mode de gestion qui est très orienté performance, puisque du coup le cadre logique, c'est vraiment une vision linéaire, simpliste, d'un projet qui est bien plus complexe évidemment, et pour lequel on va se concentrer beaucoup sur ce qui est à faire, les modalités d'action, donc la gestion interne du projet et pas nécessairement vers la finalité de l'action, ce qui est un gros biais et une des grosses critiques qui est faite du cadre logique. Donc on voit bien que globalement, on est dans des structures aujourd'hui qui sont très orientées performance dans la manière de concevoir les choses, dans la manière de travailler. Petite question aussi qui est quand même utile, c'est de te dire pourquoi on est dans cette quête de la performance dans le milieu des ONG, puisque ça n'a pas forcément toujours été le cas.
Une des raisons principales qui a été démontrée dans plusieurs études, c'est le fait qu'il y a eu une augmentation du volume géré par les ONG et notamment depuis ces 20-30 dernières années, on a vu le budget global de l'aide internationale qui a été décuplé et voilà, les chiffres nous donnent à peu près une multiplication par 6 en 60 ans avec un niveau aujourd'hui qui atteint plus de 215-220 milliards de dollars. Bon, alors la crise financière actuelle va nous permettre de redescendre un petit peu, mais sur les dernières années, on n'avait eu une constante augmentation année après année. Ce qui veut dire que derrière, il y a des enjeux de redevabilité qui sont très très importants pour les organisations, parfois trop importants, puisqu'on manipule au quotidien de l'argent public et donc il y a des enjeux de transparence, de rendre des comptes à des donateurs qui sont pour la plupart des institutions publiques, et donc qui biaisent forcément un petit peu tout ça et qui nous poussent vers une quête de la performance et de la transparence. Et qui déséquilibre aussi cette notion de redevabilité, puisque on parle beaucoup de redevabilité à 360 degrés, en tout cas c'est un terme qui nous est cher. On voit bien que très souvent la redevabilité elle est tirée vers les bailleurs et donc une redevabilité ascendante, ce qui fait que la quête de performance va beaucoup s'orienter sur démontrer l'impact et démontrer qu'on a produit quelque chose auprès de nos donateurs. Ça ne veut pas dire que tout est orienté dans ce sens-là, mais c'est quand même la grosse tendance du secteur. On a évidemment une visibilité très forte auprès du grand public, notamment du fait qu'on utilise de l'argent public. Et dès qu'il y a un scandale, ça fait les gros titres dans la plupart des journaux. Donc cette quête de la performance, elle est aussi un miroir de ces risques qui existent dans le secteur avec toute cette manipulation d'argent public qui sont propres aux organisations du secteur. On est dans un secteur qui est de plus en plus concurrentiel et spécialisé, et ça c'est vrai depuis pas mal d'années maintenant, où chaque organisation a ses propres thèmes d'intervention, modalités d'intervention, et donc cette spécialisation progressive des organisations, un peu comme dans le secteur privé, fait qu'on est devenu de plus en plus performant, chacun dans son domaine, et qu'on travaille aussi plus en silo, chacun de son côté. Donc c'est un des grands écueils aussi de cette évolution et une influence progressive du secteur privé avec tout ce qui va derrière de critique du managérialisme. Et c'est vrai que les modes de gestion des organisations, que ce soit en termes de pilotage, de stratégie, de management en général, est très très empreint de la culture qui vient du secteur privé. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les directeurs généraux. Et là, je vous ai mis une citation d'ACF qui date de 2012, c'est sûrement pas la même personne, mais qui disait très clairement que le fonctionnement d'une organisation comme celle d'Action contre la faim est aujourd'hui celle d'une entreprise qui a une logique d'efficacité et qui est évidemment dès après tiraillé entre la finalité du mandat, son action humanitaire et des réalités économiques. Et en fait, on est aujourd'hui dans des organisations qui sont très très proches du fonctionnement d'acteurs privés. D'ailleurs, ça a été démontré, il y a eu des études qui portent sur ce sujet-là, pour montrer les liens qu'il peut y avoir entre ces deux modèles. Et peut-être avant toute chose, mais je l'ai mis en dernier parce que ça m'a arrangé au niveau de la place, c'est surtout que la quête de performance, elle se fait beaucoup parce qu'on est en réponse à des urgences. Et quelque part, ça vient légitimer cette quête de performance puisque les acteurs ont besoin d'apporter des réponses rapides à des problèmes qui sont très très importants et d'utiliser des ressources qui sont limitées pour faire ça. Donc cette réponse aux urgences est quand même une certaine légitimation de cette quête de performance. Mais il y a d'autres aspects, évidemment, à prendre en compte. Pour aller un petit peu plus loin, et aussi parce que voilà, c'est un peu dans mon rôle, je voulais vous parler un peu du lien entre qualité et performance, puisqu'on accole souvent les deux termes. Et d'ailleurs, historiquement, la quête de la performance est beaucoup fait autour des enjeux de qualité. Ce qu'on entend par qualité dans le secteur, c'est beaucoup tout ce qui touche au CERA, au MIL, donc tout ce qui est suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage, qui sont des départements transversaux et qui visent à apporter un peu un regard, une prise de recul pour alimenter le pilotage des projets et l'apprentissage continu. Mais c'est quand même beaucoup aussi, et désolé du coup, puisque j'en fais partie, des demandes, des exigences envers les opérateurs de remontée d'informations, de collecte de données, de production d'indicateurs, de mesures, etc., etc. Et donc ça a considérablement alourdi les modes de gestion aussi des organisations, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Hein. C'est pas forcément tout n'est pas mauvais là-dedans. Ce qu'on a observé en tout cas, c'est que des années 90 à 2010, on a eu une inflation mais énorme des initiatives qualité avec un développement du CERA qui s'est fait un peu de partout dans les organisations. Dans les années 90, on en parlait très peu. En 2010, toutes les grandes organisations étaient dotées de départements CERA, de politiques CERA, d'outils, de méthodes qui étaient liées avec ça. Jusqu'à une certaine prise de conscience où, dans les années 2010-2020, on s'est vraiment dit qu'à un moment donné, on est en train de perdre le sens de notre action
et perdre l'agilité qui est quand même nécessaire dans notre domaine d'intervention. Et donc, pour vous retracer ce petit historique, je vous ai mis un peu les grandes dates là qui retracent les initiatives qualité globalement dans le secteur international. Et j'aime bien cette citation, c'est issu des universités d'automne de l'humanitaire qu'on organise chaque année, en 2022, qui était sur le thème de la qualité de la perte de sens. Et une des personnes qui représentait la Fondation de France a dit « En construisant des normes, on pensait gagner de la liberté alors qu'on a construit notre propre prison. » Et ça traduit bien cette ambiguïté qu'on a eu de chercher toujours plus de performance pour être toujours plus efficace, pour être toujours plus transparent, pour être toujours plus redevable. Et au final, on s'est enfermé dans des modes de gestion qui sont très lourds, très chronophages, très énergivores et complexes à maintenir. Et on va le voir après, notamment dans des cas de fluctuations intenses qu'on connaît aujourd'hui dans la crise actuelle du secteur. Pour parler aussi un petit peu spécifiquement de l'environnement, je ne suis pas référent environnement, comme vous l'aurez compris, donc évidemment tout ce que je vous dis demande un petit peu de contextualisation. Mais en travaillant un peu là-dessus, on s'est rendu compte que on a une trajectoire qui est un peu similaire à celle qu'a suivi la structuration des initiatives qualité. Simplement, ça a démarré avec un peu de retard. Et on a une multiplication des outils, des normes, des standards depuis une quinzaine d'années pour l'environnement, la prise en compte de l'environnement, l'atténuation et l'adaptation. Or, on sait que pour la transition écologique, il n'y a pas vraiment de chemin qui est tout tracé. On n'a pas la recette miracle pour y arriver. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir des approches linéaires pour ça. On ne peut pas se dire, bah voilà notre objectif et on sait très bien comment on va y arriver. Il y a besoin d'une certaine agilité, de tester des approches, d'apprendre et d'innover un petit peu en continu. Ce qui s'oppose un petit peu à la notion de performance et de ce que je disais un petit peu auparavant. Comme l'a très bien rappelé l'intervention précédente, l'environnement, en tout cas la prise en compte de l'environnement, elle nécessite aussi une vision qui est très holistique. Et le risque et l'écueil qu'on voit souvent dans ce mode de gestion un petit peu orienté performance, c'est qu'on va être sur des choses qui sont très siloisées, très sectorisées, où on va s'enfermer un petit peu dans des sujets, des questions très techniques, qui ne sont pas pour autant inintéressantes, mais qui nous cachent un petit peu tout ce qui est à prendre en compte pour avoir une vision proprement holistique et pouvoir tracer vraiment les chemins de changement pour arriver à la finalité de notre action. Et on voit bien qu'avec des fluctuations majeures comme la crise des financements qu'on voit aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas nécessairement comment maintenir nos modes de gestion, comme je disais, qui sont énergivores et chronophages, avec des moyens d'action qui sont dégradés. Et ça vaut aussi pour la prise en compte de l'environnement, où on voit bien que les premiers impacts de la crise des financements, qui n'est pas terminée et loin de là, c'est déjà des coupes budgétaires sur des postes, notamment des postes qui sont transversaux, des référents environnement, et sur la qualité, c'est la même chose. On a des référents 1000 qui vont sauter un peu de partout dans les organisations, et on se retrouve à devoir maintenir des systèmes assez lourds de gestion sans forcément avoir les ressources. Et donc ça pose un dilemme essentiel à notre secteur actuellement. Et donc une question qui est un peu centrale, que ce soit pour la qualité ou pour l'environnement, c'est est-ce que l'on mesure ce qui compte ou plutôt ce qui est mesurable? Et derrière, la question, c'est de se demander est-ce qu'on pointe bien du doigt les éléments qui nous sont vraiment utiles et qui démontrent d'une finalité et d'une contribution à une finalité de notre action? Ou bien est-ce qu'on se contente de mesurer des choses qui sont mesurables et facilement accessibles? Et c'est un peu un des gros biais qu'on a aujourd'hui dans les modes de gestion actuels qui sont très orientés performance, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la mesure de cibles qui sont prédéfinies, mais pas nécessairement sur la mesure de la finalité de notre action. On va avoir beaucoup, par exemple, dans un cadre logique, d'indicateurs relatifs aux activités, aux résultats, et très peu sur de la mesure d'effet, ou alors on va être sur des mesures d'effet très quantitatives qui sont difficiles à interpréter et à généraliser. Donc voilà, il y a cette tension un petit peu dans les modèles qu'on a aujourd'hui entre la mesure des cibles et la finalité des actions. On a aussi des systèmes qui sont très complexes et qui deviennent même parfois inopérants, notamment dans le cas actuel où on a une crise des financements, où on a des super outils, des tableaux de bord ultra chouettes sous Power BI avec des chiffres partout, etc. Simplement pour maintenir ces systèmes, on a besoin d'une quantité d'énergie et de ressources qu'on ne peut pas maintenir dans le temps. Et aujourd'hui, la question, c'est clairement comment on fait pour maintenir ces systèmes-là, alors même qu'on n'a plus les personnes en face pour le faire. Et c'est un vrai dilemme auquel on n'a pas encore vraiment de réponse. On a des modèles de gestion aussi qui mettent en tension les missions des organisations, l'éthique, voire l'engagement du personnel et leurs valeurs. Et c'est des choses qu'on a pu observer dans des modèles d'organisation où on a eu des
restructurations, avec le lean management, avec tous ces éléments qui viennent du privé, où ça met en tension très fortement l'éthique du personnel, les valeurs et pourquoi les gens sont là et pourquoi ils font ce travail-là. Et donc le fait d'insuffler un petit peu ces méthodes de gestion très orientées performance met en tension les personnes qui vivent au sein de ces organisations. Comme je l'ai dit, on a aussi une perte d'agilité qui est pourtant essentielle à notre secteur. On navigue constamment dans des environnements qui sont très instables, avec des contextes très changeants. Et donc cette perte d'agilité nous bloque un petit peu dans des modes d'action et de gestion qui sont très très normés et très linéaires. J'ai parlé aussi de la simplification des processus, et notamment le cadre logique est une tendance de simplification de processus qui sont bien plus complexes que ce qu'on veut bien retraduire dans un format de cadre logique ou dans une stratégie d'intervention. Et donc, c'est hyper important d'avoir cette vision holistique et de pouvoir appréhender toute la complexité et l'accueillir, même pour pouvoir dialoguer avec. Toute cette standardisation, cette normalisation, que ce soit pour la qualité, mais comme pour l'environnement, s'oppose un petit peu aux enjeux de contextualisation qui sont nécessaires dans la recherche de solutions. Et je vous prends pour exemple ici la production d'arachide dans la fabrication des bars Plum Peanut. Je pense que vous avez tous entendu parler des bars Plum Peanut qui sont distribués dans pas mal de réponses sur la sécurité alimentaire. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'arachides qui étaient produites localement et qui étaient utilisées dans ces bars-là. Il y a eu une norme qui a été posée disant que c'est ça le niveau énergétique qui est nécessaire pour pouvoir rentrer dans la production. Eh bien, la production locale, notamment dans certains pays d'Afrique, a dû s'arrêter et on a dû importer de l'arachide d'autres continents parce qu'ils correspondent mieux aux standards plutôt que de produire localement. Donc là, on est dans une espèce de non-sens. Puisqu'il y a une norme qui dit ça, on doit la respecter et donc on perd de vue les autres aspects, puisqu'on n'a pas cette vision holistique, de l'emploi local, de l'économie et de l'empreinte carbone aussi, puisque du coup on fait venir des arachides de l'autre bout du monde. Donc c'est une illustration par exemple de cette limite de la standardisation, de la normalisation, mais il peut y en avoir évidemment plein d'autres. Et enfin, un besoin de pragmatisme, puisqu'on est constamment dans des dissonances entre ce que nous disent les standards et les politiques des organisations, et ça on le voit au quotidien, et la concrète mise en application. Et ça, vous pouvez regarder par exemple ce qui s'est fait sur le Grand Bargain et la révolution de la participation. Les standards sont hyper visionnaires et engageants, les politiques le sont tout autant dans les organisations. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que la participation, elle est encore à des niveaux très très faibles dans la plupart des cas, et on n'a pas les clés et les solutions pour pouvoir atteindre ces standards-là. Donc il y a toujours cette dissonance qui va être de plus en plus importante avec la crise actuelle qui accentue encore plus les capacités, le manque de capacité au niveau opérationnel sur le terrain pour atteindre ces exigences. Donc on voit bien que la crise Charlie, actuelle, elle je peux remet te tout en laisser- question. Oui, Pardon, Charlie, je peux te laisser finir en 3 minutes et on Je enchaînera termine. avec la présentation d'Olivier. Merci beaucoup. yes. Donc voilà, donc du coup, la crise actuelle, simplement, elle remet en question tout ça, elle questionne profondément notre modèle de gestion et pose la question de comment on doit maintenir ces systèmes qui sont orientés vers la performance, mais avec des moyens limités. Est-ce que les ONG, pour autant, doivent être performantes? Alors la question, elle est évidemment un peu partagée, oui et non. Oui, dans la mesure où ça contribue aux effets des populations. Oui, dans la mesure où on doit répondre à des urgences sur du court terme. Oui, dans la mesure où on a des engagements de redevabilité qui restent très forts. Mais cette performance, elle ne peut pas être soutenable sur le long terme parce qu'elle est trop énergivore. La crise actuelle va avoir des impacts durables avec un retour au financement qui risque de ne pas arriver, en tout cas pas dans le temps à moyen terme, ce qui veut dire qu'il faut repenser nos modes d'action. Et enfin, ça s'oppose directement à la localisation de l'aide, puisqu'on veut davantage nouer de partenariats équitables, de transfert de pouvoir, de renforcement de capacité, et tout ça, ça prend du temps, et ça n'est pas performant. Donc pour terminer, comment on peut aller vers des solidarités un peu renouvelées, basées sur des solutions plus robustes? Déjà en pensant à davantage faire ensemble, et c'est un bon exemple, le REH, créer des communs, collaborer, mutualiser, faire du collectif, et tout ça, ça contribue à la solidarité, et on voit bien que ça s'oppose à la performance, puisque ça n'est pas efficace rapidement. C'est des choses qui me prennent du temps à être maturées. En adoptant des approches holistiques, basées sur le territoire, et là vous avez eu un très bon exemple avec la boussole de la résilience, le maillage d'acteurs aussi qui le compose, en changeant notre culture organisationnelle au niveau systémique également pour trouver des modes de fonctionnement qui soient plus souples, plus adaptables en termes de gestion, en termes de redevabilité, de financement, de construction de partenariats, valoriser tout ce qui est existant sans déstructurer des tissus sociaux sur les territoires, c'est hyper important. Utiliser des approches agiles et itératives,
qui permettent d'apprendre en faisant, d'accueillir la complexité. Et pour ça, il y a les approches orientées changement, vous avez la méthode de récolte des effets, les signaux faibles, toutes ces approches de suivi et d'évaluation un petit peu innovantes et itératives. Tester l'adaptabilité de nos solutions aussi avant la mise en pratique pour être sûr qu'elles peuvent durer dans le temps et qu'elles sont adaptables. Et accompagner les efforts Nexus puisqu'elles permettent de renforcer le maillage entre acteurs. Ça peut être aussi une bonne solution pour aller vers plus de robustesse et des solidarités renouvelées. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu rapide, mais j'espère que c'est compréhensible, tout du moins. Merci. Merci beaucoup, Charlie. Je suis désolée de squeezer ton temps de questions-réponses, mais je t'invite à répondre. Il y a Tania qui a posé une question et fait une remarque dans le chat. J'espère que tu pourras accéder au chat au passage. Sinon, tu me dis. Et je vous propose d'enchaîner. Je pense que de toute façon, la présentation d'Olivier, enfin, ou plutôt l'intervention, parce qu'il n'y a pas de support, mais l'intervention d'Olivier, je pense, fera peut-être écho à certains éléments présentés par Charlie. Donc, Olivier, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas de présentation parce que je suis à la campagne avec un réseau pas super optimal, justement. Si vous ne m'entendez plus, j'enlèverai la caméra. Donc, n'hésitez pas à me le dire, je ne le prendrai pas personnellement. On t'entend bien, on t'entend bien. Ok, donc voilà, n'hésitez pas. Si ça change, n'hésitez pas. Alors, du coup, j'ai pris plein de notes en vous écoutant. Et du coup, je vais juste vous donner, enfin, mon intervention finalement est nourrie par ce que vous avez dit. En fait, il me semble qu'il y a plusieurs points. Un premier point, c'est qu'on parle beaucoup de... On utilise des mots pour définir les choses et on cherche des chiffres pour mesurer la performance. Et ben, en fait, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas toujours les bons mots et les chiffres, on les utilise pas pour le bon choix. Alors, je vais prendre un exemple. Une limite planétaire, par exemple, le mot qu'on utilise pour cette limite planétaire, c'est l'érosion de la biodiversité. Et bien, en fait, ce n'est pas du tout de l'érosion. C'est un massacre, c'est un écocide, c'est un effondrement. Le mot érosion ne donne pas du tout l'idée de l'ordre de grandeur. Et donc, le chiffre qu'il faudrait donner, là, c'est, par exemple, qu'en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés. Ça, c'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la Terre, cette rapidité-là. C'est que la dernière fois qu'il y a eu une grande extinction, il a fallu 33 000 ans pour que les dinosaures disparaissent. 33 000 ans. Là, on est 3 heures de grandeur plus rapide. Donc, c'est ça, le chiffre qui est intéressant, c'est celui-là. C'est 3 heures de grandeur plus rapide. Ça, c'est un chiffre qui nous dit que là, on n'est plus du tout dans l'érosion et même extinction, effondrement, c'est trop faible par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre. Donc, ça serait la première chose. Quand on fait de la sensibilisation, tout le monde est au courant de la crise climatique, tout le monde est au courant du problème de la biodiversité, etc. Mais il y a très peu de gens qui connaissent les ordres de grandeur. Donc, vraiment, je vous invite à utiliser les chiffres pour ça. Et alors, le deuxième point, sur la vision dynamique et systémique, alors je pense qu'on est tous d'accord, et ça c'est super, la boussole de la résilience, voilà, très bien, hein, ça permet de rentrer là-dedans. Mais ce qu'on voit aussi, et ce qui a été souligné dans les débats, c'est la difficulté à rentrer dans cette vision dynamique et systémique. Parce qu'en général, nous, les humains, alors surtout les humains du XXIe siècle, on a une vision statique et réductionniste du monde. C'est qu'en fait, on pense que le monde est stable et qu'on va trouver des causes et des effets. Donc, on a une vision linéaire des choses. Donc, la difficulté, c'est de changer dans nos têtes notre façon de réfléchir. Donc, c'est très profond. C'est vraiment très, très profond. Hein. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'avais noté? Voilà. Alors, par exemple, souvent dans la pensée systémique, le petit risque, hein, c'est quand on liste des objets, celui qui va écouter va rester dans une pensée réductionniste. Il va dire, voilà, j'ai une liste d'objets, donc j'ai une liste de silos, si je force le trait. Hein. Et donc, on ne va pas forcément les mettre en interaction, même si on le dit, hein, même si on dit que c'est en interaction, etc. Le fait de le représenter, ça peut donner cette idée-là. Et puis, l'autre truc, c'est qu'on oublie les effets rebonds, les rétroactions, les feedbacks. Quoi. Alors, il y en a, hein, évidemment, et pareil, tout le monde est au courant, mais sauf que c'est très difficile à faire passer ça, parce qu'en fait, on ne peut pas présenter ça dans un schéma. Un effet rebond, c'est dynamique, un schéma, c'est statique. Hein, donc, de toute façon, on est réduit. Alors, par exemple, moi, je vous invite à réfléchir sur la notion de maladaptation qui a déjà été mentionnée. Donc, par exemple, un débat qu'on entend très souvent, c'est faut-il privilégier l'atténuation ou l'adaptation? Alors, en fait, quand on réfléchit bien, quand on commence par l'atténuation, hein, quand on fait de la sobriété d'abord, très souvent, on aggrave d'autres problèmes. Hein. C'est la batterie au lithium, hein, pour le dire rapidement. La batterie au lithium, ça génère des tas d'autres problèmes. Donc, c'est de l'atténuation parce qu'on va émettre moins de CO2 en Europe. Hein.
parce qu'en Chine, c'est autre chose. Mais surtout, en fait, on n'a rien changé au système. Hein. On a toujours autant de voitures, autant de garages, autant de voitures individuelles, et même, effet rebond, des SUV électriques. Donc, en fait, ça, c'est de l'atténuation qui génère de l'ébriété énergétique et de l'ébriété de ressources. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, sur ce débat-là, à mon avis, il faut mettre l'adaptation avant l'atténuation. Il faut que le produit de l'adaptation, ce soit l'atténuation. Parce que quand on commence par l'atténuation, on aggrave les problèmes. Hein. Donc, parce qu'en fait, c'est une rétroaction typique. Et ça, c'est de la pensée systémique. Quand on commence par l'adaptation, alors on va générer l'atténuation. Quand on commence par l'atténuation, en général, on aggrave les problèmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc, par exemple, ce que Aline, tu disais au tout début, là, sur ce qui a été fait sur les bilans carbone et les déchets, alors, très bien, mais ça reste ce qui est produit, enfin ce qui sort, quoi. En fait, on pourrait s'interroger sur comment on fait les choses, plutôt que comment on gère les déchets, comment on gère les émissions. Donc, toujours pareil, hein, pensez à l'inverse, quoi. Et ça permet de poser des questions. Donc, en fait, là, on arrive à un moment culturel. Bon, ça, c'était mon deuxième point sur la difficulté de la vision systémique, mais j'ai le même problème, hein, donc mais ça permet de réfléchir un peu. Et alors, du coup, comment on fait pour entrer dans l'approche systémique? Mon troisième point, c'est que finalement, c'est là qu'à mon avis, la robustesse a un point essentiel. C'est que la robustesse, c'est un pied dans la porte de l'approche systémique. En fait, alors, il faut bien que je la définisse. Donc, il faut que je définisse que la robustesse et performance. Hein. Enfin, Charlie a déjà défini bien la performance, mais je vais vous donner ma définition qui est encore plus simple. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc, on se retrouve bien avec Charlie. C'est bien ça qui domine le monde actuel. Donc, ça, c'est la performance. Et la robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, vous voyez, tout de suite, là, la robustesse fait l'hypothèse du monde dynamique, parce que c'est malgré les fluctuations. Donc, on est dans un monde qui change tout le temps. Comment on fait pour être stable et viable? Les deux. Hein. Alors, la critique de la performance, qui a déjà été énoncée, donc je ne vais peut-être pas trop en rajouter, mais en fait, il y a plein de choses à dire. Alors, il ne faut pas que je sois trop long, mais les mots, de nouveau, hein, les mots. Quand on utilise le mot impact, il ne faut pas oublier que le mot impact, c'est un mot du champ militaire. C'est l'impact d'un obus. Hein. Donc, quand on fait de l'impact, ça veut dire qu'on va avoir une solution clé en main, immédiate, mais qui est aliénante pour le territoire. Donc, ce qu'on voudrait plutôt, hein, à la Ivan Illich, c'est des outils conviviaux qui sont émancipateurs. Ça ne peut pas être de l'impact. C'est autre chose. Hein. C'est de la transformation. Voire même de la transformation silencieuse, hein, comme dirait François Julien. Mais voilà, juste, les mots sont importants. Et alors, du coup, sur la critique de la performance, parce qu'évidemment, l'impact, c'est plutôt un mot de la performance. Alors, il y a plein de textes qui sont très bien. Alors, je peux juste vous citer comme ça 2-3 citations. Le fameux adage zen, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. C'est ça, hein, le problème de la performance. C'est qu'on atteint son objectif et on rate tous les autres. Et vous savez bien que dans une vie, il y a plein d'objectifs qui sont tous en contradiction les uns avec les autres. Il y a une autre loi qui est importante pour ça, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça, c'est très clair. Ça veut dire que tout indicateur de performance, ça nous pousse à la pensée réductionniste et donc à penser en silo. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans plein de séminaires d'entreprises, d'organisations, etc., on va entendre dans la même phrase, hein, il ne faut pas penser en silo pour être plus performant. Alors, il y a contradiction dans les termes, hein, parce que la façon la plus performante de faire les choses, c'est de penser en silo. Hein. Donc, si on pense en silo, il faut assumer qu'on est vraiment à fond dans la performance. Par contre, si on sort du silo, il faut assumer qu'on n'est pas performant. Parce que quand on sort du silo, ça ne peut pas être performant, forcément. Alors, du coup, voilà. Donc, ça, et puis peut-être le dernier point, c'est l'équation que je donne à chaque fois. Hein, c'est 3 mots. Quand on met l'accent sur la performance, hein, efficacité, efficience, en fait, on met l'accent sur la compétition, sur la compétitivité. Que dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça ne dépend pas du système. C'est toujours vrai. Hein. Un sportif de compétition sera violent avec son corps. Donc, en fait, quand on est dans une culture de la performance, on est dans une culture de la violence. Et donc, c'est exactement ce dans quoi on est. Hein. Violence contre les femmes, contre les plus défavorisés, contre les enfants, contre les écosystèmes. Enfin, voilà, c'est une violence plurielle parce qu'on est dans un délire de la performance. Et le délire, hein,
Dérive sectaire, voilà, c'est aussi, j'assume complètement. Hein. C'est une dérive sectaire. On ne questionne plus, c'est moi. Donc, du coup, la robustesse face à ça, c'est très simple. En fait, le monde de la performance, il s'est justifié tant que le monde extérieur était stable. En gros, tant que le pétrole, tant qu'un litre de pétrole coûte moins cher qu'un litre de jus d'orange, eh ben, ça justifiera le monde de la performance. C'est-à-dire qu'en fait, on est branché sur une ressource abondante et pas chère. Et donc, ça nous donne l'illusion du monde stable. Et donc, on est dans la performance. Et donc, dans les écoles de management, depuis des décennies, on apprend un management de la performance qui est complètement extraterrestre. Parce que dans tous les écosystèmes, c'est très, très rare d'avoir accès à une ressource comme ça, abondante, hyper énergétique, et qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est la robustesse, donc maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations, c'est comprendre qu'on a changé de monde et qu'on est rentré dans la polycrise, dans la permacrise, le monde VUCA, le monde banni, enfin tout le champ sémantique de la variation. Et donc ça, c'est là où c'est magique, c'est parce que voilà, les êtres vivants, comme je le dis souvent, tous les êtres vivants sont robustes. Donc en plus, ce qui est incroyable, c'est que tous les jours, y compris dans notre corps, on a des leçons de robustesse. Donc c'est pas comme si on savait pas faire. On est sur Terre avec que des êtres vivants qui sont robustes. Donc c'est pas comme si c'était une nouvelle théorie, etc. C'est là depuis très très longtemps, depuis des millions d'années en fait. Alors, comment on fait pour aller plus loin? Et du coup, cette robustesse, là, une fois qu'on s'est posé la question de la robustesse, forcément, on va aller dans la systémique parce qu'il faut mettre les choses en interaction, etc. Donc là, on va rentrer avec les rétroactions, etc. Mais pour aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher les archétypes systémiques. Donc, il y a plein d'essais là-dessus. Donella Meadows, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Pour une pensée systémique », qui en parle très bien. Sinon, il y a Dan Kim, vous trouverez le PDF en ligne, Systems Archetype, vous allez le trouver. En gros, il y a à peu près une dizaine d'archétypes systémiques qu'on trouve dans tous les systèmes. Et donc, ça peut être une fourmilière, ça peut être une guerre entre les États-Unis et l'URSS. Vraiment, et c'est des archétypes qu'on trouve partout, ou dans la relation professionnelle, personnelle. Enfin, voilà, c'est vraiment transversal. Et ces archétypes, c'est pas tellement pour nous réduire à un vocabulaire à 10 archétypes, parce que ce sera un petit peu décevant quand même, d'être juste les éléments d'un système si pauvre, avec un alphabet de 10 archétypes. Non, c'est plutôt pour comprendre que dans plein de situations, une fois qu'on a détecté l'archétype, on va pouvoir le déminer. Donc, par exemple, si je prends voilà, la course aux armements, par exemple, la course aux armements, c'est un des archétypes. La loi du plomb, c'est aussi une course aux armements. C'est pareil. C'est en fait voilà, de mettre des pesticides toujours plus puissants qui vont sélectionner des insectes encore plus résistants, etc. Enfin, et puis pareil pour l'agro-industrie qui va elle-même être dans une course aux armements pour augmenter la taille des parcelles, etc. En fait tout ça, c'est de la course aux armements. Et en fait, une fois qu'on a fait la liste là, des 10 archétypes, on va trouver qu'il y a un point commun qui relie tous les archétypes systémiques. Ce point commun, c'est le piège de la performance. C'est ce que les systémiciens appellent le efficiency trap. C'est-à-dire que tous les archétypes, ce sont que des exemples de performance en roue libre qui se plantent. Donc voilà, la course aux armements, on le voit bien, l'addiction, c'en est un autre, l'érosion des objectifs, c'en est un autre, enfin tout ça, là j'ai pas le temps, mais si vous regardez les archétypes systémiques, vous allez voir, et donc c'est pour ça que cette critique de la performance, elle est essentielle, parce que tant qu'on ne critique pas la performance, en fait on reste le hamster dans sa roue de la performance et on n'en sortira pas, ou en tout cas on en sortira mal. Alors juste, j'avance un peu, j'ai un autre point de sémantique, c'est sur le mot résilience, il faut que j'en dise un mot, parce que le mot est, donc là je parle que de robustesse, donc juste un petit mot sur la résilience. Donc la résilience, alors peut-être commencer par la robustesse. Pourquoi je parle de robustesse? Alors juste l'étymologie, robustesse ça vient de robur, le chêne. En fait, ça permet de voir que nous, les humains du 21e siècle, on appelle robustesse. Très souvent, on réduit la robustesse à la gestion des risques. Donc, c'est une robustesse très petite. Alors que si vous regardez la robustesse pour n'importe quel autre être vivant sur Terre, les non-humains, un arbre, robur, le chêne, les arbres sont robustes. Alors, un arbre, il faut bien comprendre que tous les hivers, il doit subir des gelées. Il va perdre toutes ses feuilles. Et puis l'été, il va se prendre des sécheresses. Ça, c'est de la robustesse, ce n'est pas de la résilience. Mais le niveau de fluctuation, il est énorme. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que si on part dans la résilience, ça veut dire qu'on considère que les fluctuations sont toujours très petites, que la robustesse va gérer les petites fluctuations, et que ce qui nous arrive, c'est des énormes fluctuations et qu'on n'est pas du tout prêt.
Alors qu'en fait, si, on peut se préparer à des très fortes fluctuations, mais ça s'appelle la robustesse. Parce que la résilience, le problème que j'ai avec la résilience, c'est que c'est très anthropocentré finalement, hein. C'est des humains du 21e siècle pensent résilience parce qu'on n'a jamais eu des très grosses fluctuations. On sort de 10 000 ans de stabilité climatique, et en plus là, on est avec une couverture pétrole incroyable, donc évidemment qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc il y a ça, et puis surtout, c'est aussi désastro-dépendant, hein. Enfin, donc on ne va pas embarquer grand monde avec le mot résilience, hein. Résilience, ça veut dire qu'on va tomber, hein, quand même, hein. Donc robustesse, c'est l'espace de viabilité, hein. L'espace de viabilité, qui est contre agrandir son espace de viabilité, hein. Alors que la résilience, on va tomber et on va féliciter les résilients, hein. Ceux qui sont tombés et qui ne sont pas relevés, ils ne seront pas là pour en parler, hein. Enfin, je force le trait, mais… Ouais, et le dernier point, c'est que si on prend au sérieux le monde fluctuant qui vient, c'est qu'en fait, quand on pense résilience, en fait, on se focalise sur un traumatisme, une énorme crise. Si on rentre dans la polycrise, ça ne marche plus. Parce que ça va fluctuer tout le temps. Donc, il vaut mieux être robuste. Il faut juste élargir la robustesse. Ce serait plutôt ça, quoi. Enfin, voilà, c'est juste pour entretenir le débat, quoi, hein, mais… Ok, je ne vais peut-être pas en dire tellement plus que ça. Enfin, si, peut-être le dernier point, mais ça, c'est vraiment purement de la sémantique. C'est vraiment le mot résilience a été très, très mal choisi. Mais là, bon, moi, je suis d'accord avec le fond, hein. Tout ce qu'on raconte sur la résilience, ça me va très bien. C'est juste le mot est très mal choisi, parce que résilience, c'est un mot du XVIIe siècle, hein, qui veut dire l'écho, hein, qui rebondit sur un mur. Et ça veut dire qu'on revient au monde d'avant. Résiliere en latin, c'est rebondir, hein. Alors, si le monde d'avant nous a mis dans un traumatisme, la dernière chose qu'on veut faire, c'est revenir au monde d'avant. Évidemment qu'on veut se transformer. Donc, si on devait changer les mots, ce serait robustesse élargie, et quand ça craque, on se transforme. On n'a pas besoin de la résilience, en fait. On n'a pas besoin du mot résilience, c'est juste ça. Ok, alors, peut-être juste pour vous donner quand même des exemples concrets, juste pour vous dire à quel point c'est un changement de paradigme quand on commence à laisser tomber, enfin pas laisser tomber complètement la performance, mais la mettre au second plan, la performance, et qu'on met la robustesse en premier. Je vous prends l'exemple de Néoloco. Néoloco, c'est une boulangerie avec un four solaire, donc, qui est à Rouen. Donc à Rouen, un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil. Enfin, en tout cas, il n'y a pas tout le temps du soleil. Pourtant, donc, Arnaud Créteau, l'ingénieur qui s'occupe de Néoloco, il fait du pain, mais du coup, il a dû déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie. Il n'a pas juste changé de type d'énergie, il n'a pas juste mis un four solaire et puis il a fait des baguettes comme on ferait dans une boulangerie normale. En fait, il a déconstruit la boulangerie en se rendant compte que depuis 1900, on a sélectionné des levures boulangères extrêmement performantes qui lèvent la pâte en 1h30. Vu que c'est très performant, il faut pétrir le pain. Alors que les levures moins performantes qui mettent 5 heures pour monter la pâte, il ne faut pas pétrir le pain, il n'y a pas besoin de pétrir le pain. Donc cette idée, la culturelle qu'un boulanger pétrit son pain, c'est une construction récente. Quand on fait du pain avec des levures moins performantes, qui mettent 5 heures à monter, le gluten se rejoint. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de pétrir. Et surtout, c'est des pains qui vont se conserver plus longtemps que la baguette. Et donc, on ne fait pas du pain tous les jours, on fait du pain 1 jour par semaine et qu'on stocke. Et ça, comme ça permet d'avoir accès à une énergie fluctuante. On n'est pas sûr d'avoir du soleil tout le temps, mais on est capable de faire. Donc, en fait, il a tout déconstruit de façon à vivre avec un monde fluctuant. Néoloco, c'est certainement la boulangerie la plus robuste de France. Parce qu'il a compris que ça ne suffisait pas de juste changer de type d'énergie. Il fallait tout revoir et tout construire sur le monde fluctuant. Et en fait, quand vous regardez bien, les projets robustes qui marchent, c'est ceux qui vont jusque-là. Ce n'est pas ceux qui font juste une petite touche de robustesse dans un océan de performance. Il faut vraiment tout revoir. Il faut tout revoir. Et c'est normal, parce qu'on est en train de changer de culture. Peut-être un dernier point, parce que je vois l'heure qui avance, parce qu'on va avoir un peu de temps pour discuter. Il y aurait plein d'autres exemples à donner, mais peut-être qu'on pourra discuter après. Sur se préparer. Se préparer, alors on est d'accord, hein, il faut se préparer face aux fluctuations qui viennent, mais le risque, c'est toujours pareil, c'est si on se prépare comme on se prépare à faire des canaux de sauvetage sur un bateau, on va embarquer personne. Parce que qui veut investir du temps et de l'énergie pour faire des canaux de sauvetage? En fait, c'est la même différence qu'il y a entre vivre et survivre. Quand on dit survivre, finalement, c'est un réflexe transhumaniste. C'est-à-dire qu'on veut augmenter les humains pour qu'ils puissent survivre à des fluctuations énormes. Alors qu'en fait, on pourrait très bien penser robustesse élargie. Au lieu de s'occuper des canaux de sauvetage, collégialement, on va s'occuper du bateau. Et du coup, on ne va pas couler. Et c'est ça qui est beaucoup plus joyeux, en fait. C'est que quand on fait de la robustesse, on va plutôt travailler sur le tissu social, sur le low-tech, sur le réparable, sur les conventions citoyennes, sur les approches participatives. Tout ça, c'est joyeux. C'est de l'interaction.
et ça évite de sortir la carte se préparer, qui est un peu le plan de sauvegarde, hein, qui est utile, hein, mais qui est secondaire. Il faut d'abord que ce soit joyeux de construire la robustesse du territoire. Et là, on a beaucoup moins de chances que ça se plante. Bon, peut-être que je vais m'arrêter là, parce que ouais, il est 35. Je m'arrête là, comme ça, on a un peu plus de temps pour discuter. Je ne sais pas si c'était très clair. Hein. C'était très clair. Merci, Olivier. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions, même s'il y en a. Alors, on va prendre d'abord celle du chat. Moi-même, j'en ai aussi pas mal. Je vais d'abord donner la parole à Alexandre, si tu veux ouvrir ton micro pour la poser, ta question. Tu es toujours avec nous? Bien sûr que je suis toujours avec vous. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Alexandre, je vous donnerai Médecins sans frontières. Non, fais court. Donc oui, je posais la question dans le chat tout à l'heure. Enfin, tu as dit quelque chose de provocateur, Olivier, sur quelque chose comme l'adaptation aboutira à l'atténuation ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais spéculer, enfin, tenter de nous expliquer un peu ce que, dans notre milieu humanitaire, je ne sais pas à quel point tu es familier avec lui, comment ça pourrait se traduire, s'il te plaît. Ouais. Merci. Eh ben alors, alors, je vais prendre un exemple très concret, un peu petit, mais qui permet de l'illustrer. Atténuation, par exemple, on va faire des objets plus sobres, qui consomment moins de matière, moins de ressources métalliques, moins de ressources en général. Donc, on fait de l'atténuation. Sauf que si on fait des objets qui consomment moins de ressources, ils vont être fragiles, ils vont se casser plus souvent, et du coup, ça va consommer beaucoup plus de ressources à la fin. On aura commencé par la sobriété, on aura généré de l'ébriété. Au contraire, si on fait des objets low-tech, réparables par les citoyens du territoire, souvent, c'est des objets plus gros qui consomment plus de ressources, donc ils ne sont pas sobres. Donc au départ, on ne fait pas du tout de l'atténuation. Par contre, on s'est adapté, parce qu'on a compris qu'on a été sorti du monde de la mondialisation délirante et qu'il fallait produire localement des objets que les citoyens, enfin, ils sont émancipés vis-à-vis des objets. Quand c'est réparable, alors, ce n'est pas sobre à la construction, à la fabrication, mais par contre, ça génère de la sobriété parce qu'en fait, on change la culture de l'objet. C'est qu'en fait, on va en prendre soin parce qu'il est réparable et surtout, on va éduquer les gens à participer à l'objet, à le faire évoluer, à l'adapter et surtout, on va pouvoir le transmettre aux générations suivantes. Donc là, ça génère énormément de sobriété. Donc là, c'est juste un exemple pour l'illustrer, mais ça peut se décliner dans à peu près tous les secteurs. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Tania. Oui, merci Aline. Un peu aussi dans le sens de ta question, donc Aline qui demandait dans le milieu humanitaire, notamment avec beaucoup d'urgence, est-ce qu'on peut vraiment être robuste et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas être performant? Et moi aussi, c'était un peu la question de à court terme, comment on fait face de manière robuste aux initiatives performantes dans ce monde compétitif avec des ressources qui s'amenuisent pour survivre ou vivre. Je comprends. Alors, l'image, à mon avis, de robustesse qu'on peut avoir dans le monde humanitaire, c'est le pompier. Enfin, je veux dire, comment il fonctionne, un pompier? Quand il est au feu, le pompier, il ne fait pas une approche participative pour savoir qui va y aller. Hein. C'est dictatorial, c'est du pouvoir, c'est de la performance. Et c'est très bien. Les 20 minutes où il est au feu, il faut qu'il soit à fond dans la performance. Ouais. Mais par contre, au bout de 20 minutes, parce qu'il y a un piège de la performance. Hein. Quand on est pompier, on est addict. Hein. À être pompier, on est addict au feu. Et donc, au bout de 20 minutes, on n'a surtout pas envie de sortir du feu. Parce que là, on est vraiment, il y a de l'adrénaline à fond et on peut y rester. Il y a un protocole qui dit qu'au bout de 20 minutes, le pompier doit sortir du feu et il y a une tierce personne qui doit vérifier qu'il est capable d'y retourner ou pas. Mais c'est une autre personne qui doit lui dire. Et s'il ne peut pas y retourner, il n'y retourne pas. Donc, il y a des protocoles pour limiter la performance. Il faut que la performance soit compostable. Hein. Il faut donner une date de péremption à la performance. Et donc, ça veut dire que le reste du temps, le pompier, et quelque part, hein, c'est mon personnage humanitaire, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il s'entraîne, il fait le bal des pompiers. Ça, c'est de la robustesse. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la robustesse, c'est un potentiel. Et quand on fait de la performance, on dissipe le potentiel. Ce qui est incroyable, c'est que dans toutes les écoles de management, on raconte exactement le contraire. On dit que la performance, c'est une mise en capacité. Eh bien non, c'est le contraire. C'est le moment où on dissipe la capacité. Et donc, c'est là où ça devient culturel. Hein, c'est là qu'il faut vraiment changer les mentalités. Et donc, dans le monde humanitaire, moi, j'aurais tendance à dire, le pompier, c'est un très bel exemple, parce qu'en plus, il y a des protocoles, donc ça marche très bien. Et alors, par contre, face à l'injonction de performance dont Charlie parlait, moi, je vous invite vraiment à oser désobéir. Et je dis bien les deux mots, hein, oser et désobéir, et puis oser désobéir, les deux ensemble.
Parce que l'injonction à la performance, ça va juste vous cramer. Hein. Vous savez très bien que l'épidémie de burn-out, le secteur où il y a le plus de burn-out, ce sont les ONG. Hein. Donc, c'est quand même un secteur qui est très impacté, alors pour plein de raisons. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est une des raisons, c'est ce compromis et performance robustesse. Donc, en fait, il faut comprendre, et quelle que soit l'organisation, que sa robustesse, on la construit quand tout va bien. Donc, dans les moments où tout va bien, c'est là qu'il faut investir dans la robustesse. Quand c'est la crise, alors là, on autorise la performance. Là, c'est le moment. Là. Mais ça dure, c'est court, c'est la fièvre. Hein, 40 degrés, voilà, quand on a la fièvre, notre métabolisme est très performant, mais au bout de 3 jours, c'est mortel. Hein, donc, on revient à 37 degrés, qui est notre température robuste. Quoi. Voilà, je le dis trop rapidement, hein, mais je fais des réponses concises. Merci. Frédéric, si tu veux bien, je vais d'abord laisser la parole à Bérengère si tu veux réagir sur le propos de la résilience, mais de manière très courte, parce que surtout ne pas ouvrir un débat sémantique sans fin, mais quand même une réaction pour te permettre de réagir quand même. Mais effectivement, enfin, voilà, on sait que la résilience, c'est un terme qui est très à la mode et on suit même, je voulais vous montrer une petite frise chronologique, mais j'ai plus le partage d'écran où on voit l'évolution du terme en partant du latin résiliere, effectivement rebondir. Si tu veux bien, Bérengère, si tu la partages avec moi, je la mettrai dans le compte rendu. D'accord, ok. Et voilà. Et donc, on voit bien l'évolution du terme. Et je pense que nous, on se dit souvent, derrière le mot résilience, ça en dit plus sur la personne qui utilise le mot que ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on tient à expliquer les notions qu'il y a derrière et en tout état de cause, de promouvoir la transformation du système. Parce que dans tous les cas, voilà, on n'est absolument pas sur un retour à l'état initial. Et ça, je pense qu'il faut vraiment clairement poser les choses. Et de la même manière, la somme, entre guillemets, des résiliences individuelles, comme on peut le prétendre sur le plan psychologique, qui peut avoir aussi une terminologie qui peut être aussi très culpabilisante, ne fait pas la résilience d'un territoire. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut effectivement poser les choses. Oui, exactement. Mais on pourrait en débattre des heures, et ça serait avec plaisir, Olivier. Mais c'est intéressant, des mots polysémiques comme la résilience, hein, il y a 30 définitions de la résilience au moins, donc, mais ça permet de réfléchir en fait. Donc en fait, c'est très bien qu'il y ait ce mot qui soit débattu. Donc, mais le tout, par contre, soit d'avoir les idées claires hein, sur les problèmes et les critiques et pour aller plus loin. Et comment l'évolution de ce terme a été influencée aussi par un cadre politique et géopolitique. Général, oui. Merci, je laisse la parole à Frédéric. Merci Aline et merci Olivier. Merci Olivier pour tes propos en fait qui nous amènent à réfléchir beaucoup sur certaines idées préconçues. Et il y en a deux en fait sur lesquelles j'aimerais rebondir. J'aimerais aussi revenir sur la question donc de l'adaptation versus atténuation. Parce qu'en fait, on peut le regarder au niveau du projet local, mais aussi on doit le regarder aussi d'un aspect plus global. Et au sens que l'adaptation donne toujours un peu une connotation de dire, bon, ben, c'est une fatalité, et puis ben, il nous reste à adapter. En même temps, si on reste là, ben, avant que les choses changent petit à petit, on en aura tellement pris dans la face qu'on ne sait pas trop ce qui restera. Donc en fait, je le vois toujours vraiment comme deux éléments à mener de front. Après ça, qu'est-ce qui tombe dans l'atténuation versus adaptation? Bon, comme l'exemple des low-tech, c'est discutable. Est-ce que c'est plus une mesure d'atténuation ou c'est plus une mesure d'adaptation, etc. Donc, je pense qu'il y a une question de sémantique peut-être. L'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est donc l'utilisation du terme robustesse, que je trouve fort intéressant et j'aime beaucoup l'exemple du chêne. Ceci dit aussi, aujourd'hui, on essaye un peu tous d'être agile. Puis là, quand tu penses à quelque chose qui est robuste versus l'agilité, tu te dis, est-ce que ça marche hein? Et alors là, le chêne, tout d'un coup, je ne le vois pas agile. Je me dis, non, il faut... agilité veut dire transformer et puis trouver de nouvelles façons de faire. Et est-ce que dans ce cas-là, encore là, la terminologie robustesse est appropriée ou est-ce qu'il y a besoin finalement de coupler ça à d'autres éléments critiques? Merci. Oui, alors merci pour la question. En effet, l'agilité, alors ça fait aussi partie de ces mots qui ont évolué hein, et qui sont arrivés après des échecs de mots précédents. En fait, ce qui est fou, hein, c'est que, si je le dis en une phrase, c'est que les décennies de management qu'on a vécues, subies depuis 60 ans, 80 ans peut-être, ça tourne toujours autour du P de performance. C'est que des méthodes pro-performance.
Et donc, l'agilité n'y échappe pas parce que l'agilité, c'est trouver d'autres chemins pour atteindre le même objectif. On ne change pas l'objectif avec l'agilité. Donc, ça reste l'efficacité. Et donc, ça ne marche pas. Le chêne n'est pas agile parce que quand on sème une graine, un gland de chêne, on ne sait absolument pas quelle forme il va avoir. Ça va dépendre vraiment de plein de facteurs externes. Et donc, ça, c'est pas agile. Mais l'agilité, alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les mots, hein, le management libéré, le management horizontal, l'agilité. Tout ça, en fait, ça détruit la version très, très, très verticale, programmatique, organigramme qu'il y avait avant. Donc, c'est en fait un premier pas vers la robustesse. Mais c'est un pas maladroit. Parce qu'en fait, on ne critique toujours pas la performance. Et donc, c'est pour ça, l'agilité, il faut la mettre à sa place comme une phase de transition dans un monde qui était encore drogué à la performance et qui a été resté addict à la performance et qui est en train d'en sortir. Voilà, je le dirais comme ça. Merci. On va prendre. Alors, moi, j'avais une question aussi, mais je vois qu'il y a Alexandre qui a reposé une question et qui fait écho. Mais je pense que Alexandre va t'expliquer, qui fait écho à notre milieu. Donc, Alexandre, je te laisse la parole. Oui, bonjour Alexandre. Et ouais, désolé, je ne sais même pas s'il y avait le temps d'y répondre, mais c'est que ouais, ces temps-ci, il y a pas mal de discussions dans le milieu humanitaire sur la révision des cibles de moins 50% d'ici CO2. Donc je ne vais pas cacher le fait que je sais très bien, Olivier, que tu as été invité par Climate Action Accelerator il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne sais pas, une opinion? Oui, alors moi, c'est toujours pareil. Hein. Là, c'est la sémantique qui est terrible. Bon, vous me lancez sur les mots, hein, mais donc on parle de décarboner l'économie, hein, voilà, c'est ça, en fait, toujours réduire les émissions de CO2. Alors, c'est vraiment un très gros problème parce que le carbone, c'est l'atome de la vie. Et donc, quand on dit qu'il faut décarboner l'économie, ça veut dire qu'on veut une économie sans vie. Et donc, c'est complètement débile, en fait. Le mot est très, très mal choisi de nouveau. Hein. Donc, en fait, il faut décombustionner l'économie. Ce serait déjà le mot exact, ce serait plutôt ça. Voilà, on arrête d'utiliser du carbone fossile, ou en tout cas, on arrête de brûler du carbone, y compris du bois, hein, d'ailleurs. Voilà, tout ça, on arrête de brûler, quoi. Mais par contre, on recarbone l'économie. C'est ça qui est dingue, c'est que le bon verbe, c'est recarboner l'économie. La bioéconomie circulaire, où on prend des objets biosourcés entièrement circulaires. Et donc, les déchets, ce n'est pas un problème, les déchets, parce qu'on les met au fond de son jardin, ils sont tous compostables. Ça, c'est une économie recarbonée, où on fait de la bioéconomie circulaire. Et donc, réduire les impacts de CO2, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est ce qu'on a proposé avec Marc-André Selos, c'est de réviser le bilan carbone. Plutôt que de mesurer le CO2 émis, il faudrait plutôt mesurer la quantité de matière organique carbonée dans les sols. Ça, ce serait un bien meilleur bilan carbone, parce que s'il y a beaucoup de carbone dans les sols, ça veut dire qu'il y a de la biodiversité, qu'elle est en train de dépolluer les sols, qu'elle est en train de stocker du carbone, qu'elle est en train de produire de la biomasse. Tout ça, ça répond à tous les enjeux socio-écologiques du moment. C'est plus positif. Oui, ça m'appelle un sujet sur, c'est pas les eaux bleues, les eaux vertes, mais quelque chose comme ça aussi dans les sols. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. On invitera Marc-André Selos une prochaine fois. J'avais une question de mon côté sur les. Alors, j'ai compris que dans ta définition, Olivier, tu distinguais robustesse de la résilience par le niveau de fluctuation. Moi, il me semble qu'on parle souvent d'adaptation, mais pas tant des limites de l'adaptation. Or, il y en aura, et pour les acteurs humanitaires qui travaillent dans des zones dont on ne sait pas si elles seront encore habitables dans 30 ans, ça pose quand même des questions assez complexes. Et donc, je me posais la question aussi de la limite de la robustesse. Oui, bien sûr. Alors, c'est l'apnée. Hein. L'apnée, par exemple, donc nous, on respire. Et puis, il y a des moments, on peut faire de l'apnée. C'est-à-dire qu'on ne respire plus. Quand on dit respire, de l'air rentre et sort, quoi, hein. Donc là, il n'en sort plus. Notre corps est capable de gérer ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une période de crise. La période de crise, c'est le moment où on sort de l'espace de viabilité. Donc là, il y a une très belle théorie qui s'appelle la théorie de la viabilité, d'ailleurs, de Jean-Pierre Aubin, et puis il y en a plein d'autres qui en parlaient. Donc ça existe, en fait. On peut être robuste en laissant des plages qui doivent être courtes, où on sort de l'espace de viabilité, mais le but, c'est de... En fait, on a un noyau de viabilité, donc là, si on est dans le noyau, on sait qu'il n'y a aucun problème, notre espace est suffisamment grand, et puis il peut y avoir des accidents, en effet, et là, on sort de ce noyau-là. Alors, il est inutile de dire que plus on est robuste, et moins c'est fréquent, hein. Enfin, ça c'est un truisme, hein, de le dire comme ça, mais quand ça arrive, en fait, c'est comme quand, je vais prendre un exemple, si vous, là, il y a plein de noyades dans les rivières, là, et ça s'explique très bien. Pourquoi il y a plein de noyades dans les rivières? Enfin, il y a plein de raisons pour ça, mais une des raisons, c'est que dans des rivières, comme ça paraît très paisible. Enfin, il y a du courant, mais voilà, les rives ne sont pas très loin, etc. Il y a plein de meules.
donc des tourbillons. Hein. Et ben, quand on nage dans une rivière, on se fait happer par la meule. Et donc, si on n'est pas au courant, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débattre et on va se noyer. Si on est au courant, c'est juste une question d'éducation, on va se laisser happer par la meule, donc on va prendre une apnée, on va se laisser happer par la meule, et la meule va nous recracher un peu plus loin, mais genre 3 secondes plus tard. Hein. Donc, il faut juste se laisser faire. Quoi. Et ben, ça, c'est de la robustesse avec une période de crise, mais qu'on est capable de voir venir. Enfin, en tout cas, qu'on est capable de gérer. Donc, donc ça peut craquer. Hein. Et puis, alors, enfin, il y a aussi des cas, il faut accepter qu'il y a certains territoires qui seront inhabitables. Dubaï sera inhabitable en 2070. Enfin, en tout cas, pas toute l'année, mais suffisamment longtemps dans l'année pour que ce soit vraiment pas attractif. Et bien, c'est très bien. Il faut aussi comprendre les communs négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, les territoires ou les endroits ou les entreprises, les activités qu'on ne fera plus à l'avenir, mais champagne, quoi. Il y a certaines activités, c'est vraiment excellent qu'on ne le fasse plus, quoi. Donc, il y a aussi ça. Hein. C'est les communs négatifs, c'est ce que dit Alexandre Bonin, hein, enfin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. C'est vraiment des opportunités pour vraiment se poser les bonnes questions. Et donc, ces apnées vont être aussi l'occasion de dérailler. Et donc, je dis bien dérailler parce qu'il faut réaliser qu'on est sur des rails. Hein. Et donc, voilà, il va falloir sortir de ce truc. Merci beaucoup. Je voudrais certainement pas couper cet échange passionnant s'il y a encore des questions brûlantes. Mais sinon, je vais revenir sur le REH, ce qui me permettra aussi de faire un tout petit commentaire sur les propos de Olivier. Donc, je vais juste partager mon écran si vous voulez bien. Alors, terrible, je ne sais pas faire ça. Une seconde. Je ne suis pas très performante en partage de PowerPoint. On arrive sur les actualités à venir au REH. Et donc, je vais commencer par répondre. Peut-être j'aurais dû le préciser, le réseau environnement humanitaire réunit des acteurs qui se sont essentiellement concentrés jusqu'à présent sur la réduction des impacts environnementaux négatifs de l'aide, autant dans les modalités de fonctionnement que dans les programmes. C'est la raison pour laquelle on travaille sur les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduction des déchets. Et on a aussi un groupe de travail achat qui travaille sur comment on achète mieux pour justement générer moins de déchets, avoir des produits plus durables. Et enfin, on a un groupe de travail évaluation environnementale qui essaie aussi justement d'avoir ces diagnostics, probablement qui seraient très intéressés aussi, enfin, ils pourraient enrichir leur approche par cette boussole de la résilience, puisqu'aujourd'hui, les évaluations environnementales rapides sont très concentrées sur des questions environnementales de manière un peu détachée du territoire. Je n'ouvre pas le débat, certains membres du groupe de travail savent qu'il existe. Et je réponds à Frédéric. Olivier est directeur de recherche à l'INRAE. Et si Olivier, tu veux compléter, n'hésite pas. Donc, à venir pour les 3 prochains mois du réseau environnement humanitaire, d'abord, c'est l'été. Donc, on a tous et toutes besoin d'une petite pause bien méritée. Ensuite, je voulais juste vous rappeler qu'on a la réunion annuelle des directions générales du réseau environnement humanitaire qui a été décalée. Elle devait avoir lieu le 1er avril. Elle a été reportée au 17 octobre. Et donc, si vous travaillez pour des organisations membres du réseau, nous vous invitons à faire ce petit rappel aux directions générales. Ça sera dans les locaux d'Action contre la faim. On y présentera notamment, ce ne sera pas le seul sujet, mais c'est vrai qu'il va prendre un petit peu d'importance, les résultats des travaux du groupe de travail carbone sur la révision des cibles de décarbonation de la déclaration d'engagement. Ça fait écho un petit peu à la question d'Alexandre, puisque aujourd'hui on s'interroge sur ce moins 50% et sur le périmètre auquel il s'attache et l'horizon temporel concerné. Donc voilà, si vous avez des éléments de questionnement à ce sujet, n'hésitez pas à contacter le groupe de travail carbone. On aura notre prochain forum qui, je vous le rappelle, est trimestriel à l'automne. Donc, ça sera le 23 octobre 2025. Le sujet n'est pas encore défini, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et aussi proposer des sujets, évidemment. Et enfin, donc il y a toujours des activités en cours au sein des groupes de travail. À l'automne, on va avoir un nouveau module santé-nutrition sur la matrice MERA. Donc là, qui est en cours de peer review avec des experts du secteur santé-nutrition. On les invitera évidemment à essayer de faire le lien avec d'autres secteurs, mais en attendant, on reste un petit peu dans nos silos. Pour l'anecdote, santé-nutrition reste des clusters
séparés au sein des Nations Unies, donc on a du mal à faire les rapprochements sectoriels. On a aussi un package pour la gestion des équipements solaires qui devrait sortir à l'automne, qui est en train d'être finalisé par le groupe de travail déchets. Et on a un lancement de plusieurs activités par le GT Évaluation environnementale, des pilotes sur le terrain de la matrice MERA et également la réalisation de tutoriels vidéo pour la MERA. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, à remercier encore chaleureusement nos intervenantes et intervenants, ainsi que tous les participants qui, je le sais, ont des plannings très chargés. Mais voilà, c'était l'occasion pour, dans le cadre de ce forum, de sortir un peu de nos silos habituels. Donc, merci à toutes et tous et je vous souhaite un bel été.